Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus aujourd'hui au sein de l'hôtel de région. Je suis Charles Bouc, je suis le responsable du pôle offre de soins au sein de l'URPS Médecins Libéraux. Et donc c'est à moi qu'un comble la tâche aujourd'hui d'animer cette journée. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance et votre indulgence. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes au sein de l'hôtel de région et qui de mieux qu'un conseiller régional pour un petit mot d'accueil. J'appelle Dr Grégory Temprement. Ah, voilà. Merci, merci Charles. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, un conseiller régional, mais aussi pharmacien, président de l'URPS pharmacien. Donc, c'est la double casquette que j'ai le plaisir de vous accueillir ici au siège de région. D'abord, je voudrais excuser le président de région, Xavier Bertrand, qui n'est pas sur l'île aujourd'hui et qui le regrette bien sincèrement et qui m'a chargé de vous adresser de toute sa sympathie et de vous souhaiter en fait des bons travaux. Madame la directrice générale adjointe de l'ARS, Madame la représentante de l'assurance maladie, chers collègues présidents du RPS, chers élus URPS, chers représentants des CPTS, bienvenue. Alors, pourquoi on vous accueille ici au siège de région, outre le fait que l'endroit est plutôt confortable, facilement accessible, qui permet de faire des séances plénières et des séances d'ateliers? C'est que pour la région, c'est important. On a une considération importante en fait pour le lien santé et territoire. Et pour nous, les CPTS, c'est finalement l'ADN des CPTS, c'est communauté professionnelle territoriale de santé, c'est le lien entre les professionnels de santé et les territoires. Je l'avais dit il y a un an, où on commençait la période électorale pour les municipales, où je vous avais dit, chers amis, allez voir les candidats, parce que les sujets de santé dans les territoires est un sujet majeur. Ça s'est confirmé, bien évidemment. Beaucoup de mes collègues élus m'interrogent, il y a beaucoup de maires qui sont aussi conseillers régionaux, sur l'offre en fait, de santé en fait, sur les territoires. Et au lieu de partir sur un concours Lépine des mauvaises idées, je dis à mes collègues élus, contactez les CPTS. Mais faites-vous aussi vous connaître auprès de vos élus. Il y a tout un pool de nouveaux maires qui sont arrivés. Et moi, je vous conseille d'aller les rencontrer pour expliquer ce que vous faites. Et vous allez voir qu'ils seront très aidants pour des salles, très aidants pour faire le lien avec des structures médico-sociales ou autres sur lesquelles vous n'avez pas encore de lien et qui sont pourtant des acteurs majeurs du territoire et du fait que quand on est élu, on est dans la tripotée de conseils d'administration de plein d'organismes et qu'un élu peut facilement aussi faire le lien. Et c'est ce lien facilitant que l'on veut faire ici aussi à la région et en vous accueillant en fait aujourd'hui. Alors vous savez, la région n'a pas de compétence santé proprement dite, c'est une compétence d'État. Bien sûr, notre président, et que je relais aussi les choses parce que j'y crois aussi, qu'il faudra certainement aller vers une plus grande décentralisation de la santé. On a vu la loi HPST qui a été une déconcentration en fait, de la santé, mais on devrait avoir une étape supplémentaire de décentralisation en fait, de la santé pour rapprocher en fait, les territoires, coordonner les politiques publiques en la matière, puisqu'on voit très bien que tout le monde veut se mêler un petit peu de santé, ce qui est légitime, puisque finalement c'est un sujet qui est transversal. La santé, on voit toujours le prisme de l'offre de soins, mais la santé, c'est aussi la prévention et agir sur les déterminants de santé sur lesquels les pouvoirs publics et les politiques et les collectivités territoriales ont des leviers d'action. Donc il faut travailler en partenariat, améliorer la coordination entre les professionnels de santé sur le terrain, c'est le rôle des CPTS, mais aussi au niveau des institutions, et ça c'est le rôle de l'État et des collectivités locales. Et si on peut travailler en plus en coordonnant ces deux strates, eh ben, on aura tout réussi. Eh ben, c'est justement cette graine-là qu'on veut mettre ici en vous accueillant au siège de région. Je vous souhaite à tous et à tous des bons travaux. Merci encore. Merci Dr Temprement. Et donc je laisse la place à Dr Bruno Stack, qui représente l'Union des URPS. Donc nous voilà arrivés aux 6e journée des CPTS, organisée donc par ce qu'on appelle l'inter-URPS. Alors je répète toujours la même chose, mais je vais demander à mes collègues de se lever, de venir avec moi, ceux qui sont les présidents des autres URPS, parce que c'est une organisation donc inter-URPS. Donc voilà. On a cette chance donc en termes d'URPS donc dans les Hauts-de-France d'être dans les mêmes locaux. Ah oui. Donc toutes les URPS sont représentées. Donc c'est une organisation par l'ensemble des URPS. Donc c'est 6e journée. Les CPTS, on en parle maintenant depuis 2016.
Donc ça a été inscrit donc, dans la loi en 2016, puis avec Ma Santé, c'était 2022, ça a été donc vraiment donc, acté, comme quoi donc, il fallait les SPTS, dont le but était essentiellement devant la montée des pathologies chroniques, je dirais, apporter des médecins, des professionnels de santé, de se regrouper pour pouvoir donc organiser les soins autour donc, de territoires de santé. Les CPTS, bon, vous le savez bien, parce qu'ici, il n'y a que des représentants de CPTS, ne sont pas des unités de soins, comme les équipes de soins spécialisées, mais je ne peux jamais m'empêcher de parler d'équipes de soins spécialisées. Hein, et donc, on n'est pas donc, là pour faire... Donc, on est là pour essayer d'organiser les soins donc, autour de cela. Donc, nous voilà arrivés aux 6e journée, organisés. On va reparler donc, de l'avenir, mais ça fait quand même 10 ans qu'on travaille donc, sur les CPTS. Et les URPS des Hauts-de-France ont pas mal travaillé quand même dessus, puisque depuis 2019, on y travaille. Avec la mandature précédente, ça a été un peu bloqué par la crise Covid pour pouvoir aider donc, à l'émergence de ces CPTS. Mais grossièrement, je ne veux pas dire de bêtises, on doit couvrir dans les CPTS, vous le dites peut-être, mais 80 à 90% du territoire, ce qui est déjà pas mal. Et nous, il doit y avoir 70 ou 71 CPTS dans les Hauts-de-France, je ne me trompe pas, 72. Et on a bien donc aidé 50 d'entre elles qui restent assez fidèles avec l'URPS. L'URPS, on est aussi des élus. Donc on connaît un peu avec nos syndicats, on connaît un peu donc tout cela. Et on veut continuer à aider toutes les organisations de soins, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas que les CPTS, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais si vous avez d'autres organisations, il est en train de naître les équipes de soins spécialisées, il y a aussi les MSP, mais il y a aussi des structures qui commencent à naître, hein, donc les SSL, les structures très locales qui sont en train de naître. Moi, je vais samedi à un congrès des SSL à Paris, donc on sent qu'il y a quand même une demande de coordination entre nous pour aider, et on en a besoin bien sûr de nos instances pour tout ça, et les URPS sont présentes pour faire, donc, organiser tout cela. J'aurais pas dû être là aujourd'hui d'ailleurs, nous non plus, puisque donc on fait 1 an et demi de plus. Vous avez tout signé, puisque donc normalement donc c'était les élections qui devaient être faites. Il devrait y avoir un nouveau président ou présidente, mais on est là. En tout cas, je remercie donc tous mes colistiers, je dirais, de l'URPS pour organiser ces journées. J'espère qu'elles seront belles et fructueuses pour vous. Ça doit être des échanges. Tout petit mot personnel sur les fédérations. C'est normal qu'il y ait des fédérations qui existent. C'est normal qu'on se réunisse et qu'on échange. Mais après, ça doit vraiment passer par les élus. C'est juste un petit mot pour tout ce qui est fédération, dont on pourra reparler. Voilà, je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire, non ? Non, c'est bien. Voilà, vous les connaissez tous, hein, et on se voit donc bientôt. De toute façon, je crois lundi. Allez, merci. Merci docteur. Et maintenant, j'invite docteur Françoise Legron pour la gestion des risques d'RSM Hauts-de-France. Alors, monsieur le conseiller régional, madame la directrice générale par intérim de l'ARS des Hauts-de-France, monsieur le représentant de l'Union des URPS des Hauts-de-France, mesdames, messieurs les professionnels de santé et coordinateurs de CPTS, je tiens déjà à vous dire que je suis vraiment très heureuse, en tant que directrice, coordonnatrice de la gestion du risque pour l'assurance maladie des Hauts-de-France, d'être parmi vous ce matin. C'est toujours un plaisir de venir à ces journées régionales, tant les présentations, les échanges, les travaux qui sont menés sont de grande qualité et permettent de prendre le pouls de l'accès aux soins sur nos territoires. Je veux vous assurer de l'engagement affirmé, confirmé de l'assurance maladie dans l'accompagnement des communautés professionnelles territoriales de santé, que ce soit au niveau local, avec nos ROC administratifs et médicaux, avec qui vous avez créé des liens durables, privilégiés, au-delà même des dialogues de gestion, mais aussi avec les autres services de l'assurance maladie et des caisses primaires qui vous accompagnent au quotidien, comme la prévention, la mission d'accès aux soins. Que ce soit également au niveau régional, avec la DCGDR et ses ROC régionaux, qui coordonnent cet accompagnement et qui œuvrent au quotidien dans votre intérêt, en lien avec les différents partenaires que sont l'URPS, l'ARS, bientôt la Fédération régionale des CPTS des Hauts-de-France.
Et enfin, au niveau national, avec un engagement fort du directeur général, Thomas Fatome, et une ouverture très prochaine des négociations ACI qui permettront, nous l'espérons, de clarifier les zones de flou et puis de sécuriser également le cadre de l'utilisation et de la gestion des fonds alloués. Alors, je vais revenir un peu sur le sujet de ces fonds alloués, puisqu'ils sont essentiels à la pérennité de vos structures, à la mise en œuvre de vos actions qui bénéficient à la population de nos territoires. Cet engagement financier de l'assurance maladie auprès des CPTS s'est élevé à plus de 17 millions d'euros en 2025 dans la région des Hauts-de-France pour 62 CPTS opérationnels signataires de l'ACI. Après 7 ans d'existence, donc l'enjeu actuel, c'est de mettre en lumière les réalisations des CPTS et surtout leur efficience au niveau national en regard des fonds versés. C'est pourquoi nous nous sommes toujours appliqués à maintenir une exigence dans la formalisation des indicateurs ACI et dans leur évaluation afin d'être au plus près de vos actions concrètes et des réalités de terrain. Enfin, pour mener à bien vos actions, vous savez qu'il existe aussi des ateliers accélérateurs donc, qui ont été construits par l'équipe nationale accélérateur de la CNAM. Ces ateliers relèvent d'un appui méthodologique donc, et mobilisent l'intelligence collective. Ils viennent en complémentarité de l'accompagnement existant et en concertation avec les acteurs du territoire. Les thématiques proposées sont directement en lien avec vos besoins, c'est-à-dire l'optimisation du temps médical, la rédaction des fiches actions, la création de parcours, fédérer les professionnels de santé, optimiser la gouvernance ou encore des ateliers de communication. Voilà, donc je voulais faire un petit rappel de toute l'offre de services de l'assurance maladie, donc en lien évidemment avec nos partenaires, pour vous accompagner et favoriser le développement et l'amélioration de vos structures. Voilà, donc je nous souhaite une très bonne journée d'échange, de partage, et puis bonne réflexion collective. Merci docteur. Et enfin, j'appelle Sandrine Villaume, directrice générale par intérim de l'ARS Hauts-de-France. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller régional des Hauts-de-France, cher docteur Grégory Temprement, monsieur le représentant de l'Union des URPS Hauts-de-France, docteur Bruno Stack, madame la directrice de la gestion du risque de la DRSM des Hauts-de-France, chère docteur Françoise Legrand, mesdames et messieurs les présidents, élus et coordonnateurs de CPTS, mesdames et messieurs les professionnels de santé, mesdames et messieurs les partenaires, chers amis, chers collègues, même pour certains d'entre vous, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et de vous retrouver pour cette 6e journée régionale des CPTS. On les comptait avec le docteur Stack tout à l'heure avant d'entrer dans la salle. C'est pour ça que je suis assez fière de tomber sur le bon chiffre. Je voudrais d'abord prendre le temps de remercier chaleureusement l'Union des URPS des Hauts-de-France, le docteur Bruno Stack, l'ensemble des présidents et membres des URPS qui se sont investis dans l'organisation de cette journée et l'élaboration de son riche programme que vous allez bien évidemment partager. Ce n'est pas un hasard si cet événement est devenu au fil des années un rendez-vous important, je dirais même incontournable pour tous les professionnels de santé libéraux de la région. Comme vous, et vous l'avez dit tous dans vos propos introductifs, je suis convaincue que nous avons besoin de ces moments collectifs pour partager les expériences, faire circuler nos idées, valoriser les réussites bien sûr, et réfléchir ensemble à l'avenir des CPTS dans notre région. Et lorsque l'on regarde le chemin parcouru depuis 2019, je crois que nous pouvons être fiers du travail accompli. En moins d'une décennie d'existence, les CPTS se sont imposés comme un acteur incontournable de l'organisation territoriale des soins. Aujourd'hui, près de 90% de la population des Hauts-de-France est couverte par une CPTS et 62 CPTS, vous l'avez dit docteur Legrand, ont signé l'accord conventionnel interprofessionnel. Nous sommes au-dessus de la moyenne nationale et nous pouvons en être fiers. Ce que ces chiffres traduisent, c'est que vous, les professionnels de santé de la région, vous vous êtes résolument saisis de cet outil
Et vous avez par là démontré votre volonté de construire ensemble des réponses adaptées aux besoins de nos territoires. La mobilisation de chaque professionnel de terrain est bien sûr essentielle, mais ce succès repose aussi sur un engagement institutionnel et partenarial solide que nous avons construit dès l'origine entre l'ARS, l'assurance maladie et les URPS. Je salue aussi la région qui, en plus d'accueillir cet événement, a toujours été un promoteur enthousiaste et actif des structures d'exercice coordonnées. Depuis le début, nous avons fait le choix dans les Hauts-de-France d'avancer ensemble avec une stratégie commune d'accompagnement, de soutien et de dialogue avec les porteurs de projets. On peut le dire, dans notre région, nous avons relevé le défi du déploiement des CPTS. Et c'est justement ce qui nous amène aujourd'hui à maintenir cette dynamique collective pour arriver à franchir une nouvelle étape. Pendant plusieurs années, notre priorité était de créer des CPTS, d'accompagner leur émergence, de couvrir progressivement les territoires. L'enjeu désormais est différent. Il est celui de parvenir à la maturité des CPTS. L'enjeu est aussi celui de leur impact, de notre impact pour les patients et pour les territoires. Et je crois que nous assumons collectivement cette évolution pour passer progressivement d'une logique de déploiement à une logique de service rendu. Le programme de votre journée reflète parfaitement cet état d'esprit, notamment quand vous parlez de mobiliser durablement les professionnels de santé sur les territoires à travers les missions d'accès aux soins. En effet, dans le contexte de tension démographique que chacun d'entre vous connaît, je suis persuadée que l'ancrage des CPTS est absolument fondamental pour réussir les défis d'aujourd'hui qui ne vont que s'accentuer demain avec le vieillissement de la population et le poids des maladies chroniques. Très concrètement, je pense que les CPTS sont bien placés aujourd'hui pour monter en charge et être proactives sur des éléments tels que l'organisation des soins non programmés, l'accès à un médecin traitant, le développement des protocoles de coopération, mais aussi le renforcement indispensable du lien ville-hôpital. Je sais que ce sont des sujets et des thématiques qui vous parlent, et je ne doute pas de votre capacité à vous mobiliser sur ces différents fronts. Une nouvelle étape appelle notre capacité à aller plus loin maintenant dans l'évaluation de ce que nous faisons aujourd'hui et des projets que nous menons. Dans la perspective, vous l'avez dit, docteur, de la révision de l'ACI qui devrait s'engager au second semestre 2026, une démarche nationale d'évaluation est actuellement conduite par la DGOS et la CNAM avec l'appui des ARS. Cette démarche me paraît salutaire, non pas pour créer de nouveaux indicateurs ou démultiplier des procédures, mais parce qu'il est important de pouvoir objectiver ce qui fonctionne, mesurer les effets des actions conduites et finalement amplifier notre impact territorial. Cette réflexion doit nous permettre de mieux valoriser ce qui est réalisé chaque jour par les professionnels engagés dans les CPTS que vous représentez aujourd'hui. L'ARS, pour sa part, garde de grandes ambitions pour les CPTS et donc naturellement de hautes attentes envers vous, qui les animez et qui les faites vivre. Nous voulons accompagner les CPTS dans leur maturité, leur montée en charge et leur ancrage territorial. Nous voulons continuer à renforcer leur fonction de coordination et nous voulons poursuivre un dialogue structurant entre les CPTS, l'ARS et l'assurance maladie. Je pense que vous l'aurez compris, ce que je veux, c'est conforter les CPTS dans leur rôle de partenaire incontournable de la mise en œuvre du projet régional de santé. Des partenaires stratégiques, capables d'agir, de prioriser, d'innover et d'évaluer leurs actions. Je note d'ailleurs avec intérêt que l'un des ateliers de la journée, animé conjointement par l'ARS et l'assurance maladie, sera consacré à l'actualisation des projets de santé. C'est un sujet majeur, car actualiser un projet de santé, ce n'est pas simplement mettre un jour un document, c'est bien évidemment prendre le temps de regarder le chemin parcouru, de voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et d'analyser les besoins du territoire pour définir collectivement les priorités des prochaines années. Soyez certains que l'ARS sera attentif à vos travaux du jour, à ce travail d'actualisation que nous suivrons de près. Je vous redis d'ailleurs que nos équipes de proximité sont à votre disposition en cas de besoin dans chacune des délégations départementales et au siège aussi de l'ARS et qu'elles sont aujourd'hui largement représentées. N'hésitez pas à aller les solliciter. Mesdames et messieurs, les CPTS sont nés d'une conviction partagée que les défis d'accès aux soins ne pourront être relevés que collectivement, en s'appuyant mutuellement sur les complémentarités de chaque professionnel en ville et à l'hôpital. Je dirais même la ville avec l'hôpital, et je dis ça à la veille de la saison estivale que nous allons tous traverser ensemble. Cette vision que je sais partager avec vous tous aujourd'hui reste plus actuelle que jamais,
et je dirais même qu'elle est vitale pour l'avenir de notre système de santé. C'est pourquoi j'ai tenu à être présente ce matin, à aborder avec vous tous ces sujets importants que le riche programme de vos rencontres vous permettra d'approfondir. Je vous souhaite une excellente journée d'échange, de réflexion, de partage et de regards croisés. Merci et bonne journée à vous tous. Merci à tous. Vous m'entendez bien, oui. Merci à tous pour vos mots d'accueil, vos discours encourageants pour cette journée. Et donc nous allons pouvoir commencer ensemble la plénière. Et donc je vous demande d'accueillir chaleureusement 3 présidents de CPTS, à commencer par le docteur Jean-Benoît Ebencuis, président de la CPTS Campagne-en-Artois, leader également de la MSP amandinoise. Nous avons également parmi nous ce matin Dr Anthony Haro-Imeguizo, président de la CPTS et de la MSP Lisdor. Et enfin, j'invite Laurent Suslovic pour la CPTS Lys-Armentières. Ce matin, nous allons procéder un peu en 3 temps. J'ai eu la chance d'échanger avec ces 3 professionnels très engagés depuis de nombreuses années au sein de leur territoire et de leurs différents collectifs. C'était important de pouvoir reposer un petit peu le cadre au niveau des CPTS. Ce matin, on va parler d'accès aux soins, on va parler de mobilisation. Souvent, ce sont un peu les enjeux clés au niveau des CPTS et souvent les questionnements et on va dire les projets souvent ardemment menés sur le terrain concernent vraiment ces 2 points. Et donc je vais laisser Jean-Benoît introduire un peu et poser un petit peu ce contexte avec moi. Donc est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pour toi les missions d'accès aux soins, comment tu envisages ça, toi, au niveau de ta CPTS, et est-ce que ça permet de répondre réellement aux besoins des professionnels de santé? Alors bonjour à tous. Avant de parler vraiment d'accès aux soins, je parlerai un peu continuité des soins pour poser le débat en indiquant clairement que, alors je suis médecin généraliste, mais que la continuité des soins et donc plus globalement l'accès aux soins, c'est quand même une obligation déontologique. On a vraiment cette responsabilité médicale d'assurer cette continuité des soins. Et donc est-ce que les missions d'accès aux soins permettent de répondre à nos besoins? Bah oui, en grande partie. Alors je crois notamment avec l'organisation des soins non programmés essentiellement parce que c'est quand même ça qui pose problème. Les soins non programmés pour des patients qui ont un médecin traitant, mais également les soins non programmés pour des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc cette mission d'accès aux soins via le service d'accès aux soins, le SAS comme on l'entend, ça permet je crois pour les médecins et donc pour les patients et donc pour tous les professionnels de santé d'être sereins en cas d'absence imprévue aussi. Donc ça c'est quelque chose qui peut clairement nous aider. Puisque ça permet de répondre à une demande d'accès, une demande de soins dans les 48 heures. Par contre, je pense que dans les CPTS, on pourrait être un petit peu plus aidant. Là, je parle sur autre chose, sur la recherche des remplaçants. Je pense qu'on pourrait s'aider. Donc, pour l'accès aux soins, on a besoin de remplaçants quand on part en vacances, quand on est absent, quand on participe à ce type de journée, quand nos internes ne sont pas là. On a besoin de remplaçants. Et donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose sur l'accès aux soins à mettre en place avec nos remplaçants, peut-être des pools de remplaçants à mettre en place au sein des CPTS pour dire de nous aider un petit peu, quoi. Voilà, dans les CPTS, on reste dans une organisation pluriprofessionnelle et donc un 3e point pour l'accès aux soins que je voulais préciser aujourd'hui, c'était vraiment le développement pour laisser la place à d'autres professionnels de santé et notamment le développement de la téléconsultation assistée par exemple, notamment le développement des téléconsultations ou des consultations à domicile par les infirmières. Je pense que ça clairement on en a vraiment besoin. Je l'expérimente à titre personnel, c'est un gain de temps de dingue quand une infirmière va à domicile et que grâce à un outil que la CPTS peut lui mettre en place, on ne va pas citer tous les éditeurs d'outils, mais voilà, grâce à ce type d'outil, c'est quand même très très pratique de pouvoir regarder une plaie d'un ulcère qui n'est pas beau, l'infirmière est à la maison, on n'a pas besoin de se déplacer, ça nous prend 5 minutes, on donne nos consignes, le pansement est fait dans la foulée, c'est un gain de temps pour le médecin,
médecin, pour l'infirmier, et c'est un gain dans le soin pour le patient. Donc voilà un peu les 3 éléments que je voulais préciser sur l'accès aux soins. Et si tu peux nous apporter des éléments sur... oui, on a l'accès aux soins, mais en CPTS, on peut aller peut-être un petit peu plus loin qu'à travers un exercice isolé. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Oui, c'est vraiment comment le travail en CPTS peut répondre différemment à la demande de soins en étant ensemble. Alors la première des choses, c'est la confraternité, pas confraternelle au sens médecin, mais la confraternité au sens tous les professionnels de santé. En CPTS, en fait, on se connaît tous. Nous, on a vraiment travaillé sur notre CPTS pour faire en sorte qu'on soit vraiment des médecins centrés et qu'on soit véritablement pluripro. Et donc se connaître entre nous, ça c'est la première des choses. Je suis à la campagne, sur un territoire de CPTS qui est probablement un des plus grands des Hauts-de-France. On a plus de 100 communes rurales, on a 42 000 habitants, donc une petite CPTS de taille 2. Et en fait, on avait juste l'habitude de travailler avec quelques correspondants médicaux, avec des petits messages WhatsApp, avec des petites choses comme ça. La première des choses pour moi, pour répondre à la demande de soins en dehors d'un exercice isolé, la première des choses qu'apporte la CPTS, c'est la confraternité. Une des deuxièmes choses, c'est de mettre des moyens sur la table. Donc, on a des moyens dans les CPTS, il ne faut pas se le cacher, et donc on a des outils. Encore une fois, je ne vais pas citer tous les éditeurs qui peuvent exister, mais voilà, c'est le fait de réfléchir collectivement avec les organisations de gouvernance à quel type d'outil va être efficient pour l'ensemble des professionnels de santé, en gardant toujours dans la tête que c'est le service rendu pour la population, pour nos patients qu'on prend en charge. Et donc véritablement avoir des décisions qui soient mûrement réfléchies et pas se faire avoir par un éditeur en disant « allez hop, on va prendre telle ou telle chose ». Voilà. Qu'est-ce qui est utile à l'infirmier ? Qu'est-ce qui est utile à la sage-femme ? Qu'est-ce qui est utile au pharmacien ? Ça, c'est véritablement quelque chose qui me semble indispensable. Et donc, comme on a des moyens dans les CPTS, voilà, on peut clairement mettre à disposition ce type d'outils pour permettre de répondre un petit peu différemment à l'accès aux soins. Dans les outils, il y a aussi le matériel. Je vais tout de suite donner un petit exemple. Ce soir, on a une réunion dans la CPTS sur les plaies chroniques avec un angiologue du coin. Et on va mettre à disposition 10 dermoscopes. Parce que l'accès aux soins à la dermatologie, c'est très très compliqué sur le territoire des Hauts-de-France. Qui plus est, moi je suis autour d'Arras, donc autour d'Arras, c'est vraiment la galère. Voilà, on a décidé d'acheter 10 dermoscopes. On les met à disposition, alors des structures d'exercice coordonné ou des cabinets de groupe, même des médecins isolés, certains qui en ont manifesté l'intérêt. Voilà, on met des moyens sur la table pour dire de garantir un accès facilité aux soins dermatologiques, un dépistage précoce des cancers cutanés. Et là, on pense que c'est véritablement quelque chose qui va servir. Donc, encore une fois, on met les moyens sur la table. Et là, on est clairement dans l'accès aux soins. Donc, ce qui change par rapport à l'exercice isolé, c'est que le dermoscope, ça coûte très cher. Alors, on peut se le payer, c'est pas tellement le souci. Ça coûte cher, c'est retardé. Là, le fait de pouvoir faire ça en groupe, on négocie des tarifs, on le met à disposition, ça tourne, parce qu'un dermoscope, finalement, on n'en a pas besoin non plus tous les 4 matins. Et ça permet aussi que cet appareil-là, qui coûte assez cher, puisse tourner entre différents professionnels de santé. Pour le moment, on le laisse aux médecins, parce qu'il y a quand même cette question de la responsabilité médico-légale du dépistage. Voilà, notre objectif, c'est peut-être d'évoluer un petit peu. Les kinés, par exemple, sont ceux qui voient le plus souvent les patients quasiment nus. Les infirmiers aussi. Donc voilà, pourquoi pas un moment envisagé, mais là, il faut encore qu'on se cale un petit peu. Voilà, une autre chose, une autre mission qu'on a essayé de développer dans la CPTS, et pour toutes les CPTS, je pense, c'est vraiment la promotion de l'exercice coordonné. Alors moi, je suis vraiment un bébé issu de l'exercice coordonné, puisque voilà, je suis avant tout médecin généraliste au sein d'une maison de santé pluripro. D'ailleurs, mon secrétaire vient d'arriver, et coordinateur de la maison de santé. Voilà, c'est avant tout, on est du terrain. Avant tout, on est professionnel de santé. Et donc moi, je crois profondément en l'exercice pluripro, je crois profondément en l'exercice coordonné. Quand la CPTS a été créée il y a 5 ans, on était là où j'exerce la seule maison de santé pluripro. Maintenant, il y a 7 maisons de santé pluripro. On les a toutes accompagnées, vraiment toutes accompagnées. Et clairement, on voit un effet sur le territoire. C'est simple, quand on a nos dialogues de gestion, on voit que nos soins non programmés, on a un taux de pourcentage très très bas. Et je suis persuadé, mais vraiment persuadé que c'est grâce à ça. C'est pas que grâce à ça, il y a effectivement tous les autres cabinets qui tournent et qui ne sont pas des structures d'exercice coordonné reconnues. Mais voilà, je pense que là, les CPTS ont clairement un rôle dans le développement et dans le fait de favoriser tout cet exercice coordonné.
Voilà. Et après, ce qui peut nous aider aussi à lutter contre l'exercice coordonné, c'est les formations, et notamment la formation à la maîtrise de stage délocalisée. Nombre de médecins n'ont pas envie de venir sur l'île pour faire ces formations à la maîtrise de stage. L'équation, c'est même pas une équation, c'est une égalité, hein. C'est un maître de stage égale un interne égale un remplaçant potentiel égale probablement un futur collaborateur ou un futur installé. Ça se vérifie, maintenant voilà, les études le vérifient bien. Donc je pense que collectivement dans les CPTS, si on fait faire ces formations et si on fait venir les facultés sur nos territoires, je crois vraiment qu'on peut réussir à lutter contre l'exercice isolé. Merci pour ce contexte, tous ces éléments. On est convaincu par l'exercice coordonné, mais parfois il y a encore des professionnels en disant mais oui, mais on nous parle de MSP, on nous parle de CPTS, mais certains n'ont pas envie de prendre part à l'aventure. Je pense qu'on a quand même des arguments qu'on va développer ensemble aujourd'hui, particulièrement ce matin. Mais toi, comment tu mobilises? Pour toi, la mobilisation, ça passe par quoi au sein d'une CPTS? Alors, je vais d'abord parler d'une mobilisation qu'on a un peu réussi à faire pour les médecins, et puis après, je serai un peu plus pluripro dans un deuxième temps. On a réussi à mobiliser quasiment l'ensemble des médecins, chose assez étonnante, par le service d'accès aux soins. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de répartir les créneaux du service d'accès aux soins sur chaque médecin de la CPTS volontaire. Il s'avère qu'on a 95% d'adhérence chez les médecins, et de les faire coller au secteur de garde, tout simplement. En fait, quand on est de garde le soir, donc dans le cadre de la PDSA, on est d'astreinte SAS, on propose 2 créneaux le matin, 2 créneaux l'après-midi pour le service d'accès aux soins. Ces créneaux ne sont pas encore remplis, ça c'est quand même une grosse bagarre parce que c'est un petit peu dommage que ce soit pas rempli. Mais voilà, on a essayé. Et en fait, en faisant ça, on a constaté assez étonnamment que ça a créé une bonne ambiance entre tous, parce qu'en fait, on sait aussi que le jour où on n'est pas là, un médecin qui travaille seul à la campagne, il sait qu'il n'est pas là tel jeudi, mais il sait que son confrère à côté, il a des créneaux SAS. S'il y a 2-3 urgences pour un de ses patients, il sait pertinemment que son collègue à côté va pouvoir les prendre. Et donc là-dessus, on a réussi à fédérer grâce au SAS, donc ce qui est un petit peu étonnant. Et ça, je pense que toute l'équipe de notre CPTS peut en être fière. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je milite, et j'ai envie de le dire aujourd'hui, je milite activement pour que les secteurs de garde un jour puissent coller enfin au territoire des CPTS. Et je trouve que ça aurait vraiment une correspondance qui serait parfaite. Et également au secteur de garde des pharmacies. Également des pharmacies, parce que c'est quand même un peu compliqué pour les patients d'aller voir un médecin de garde ou d'aller en SAS à un endroit et puis la pharmacie est à un autre endroit et c'est un petit peu la galère. Donc si un jour les territoires CPTS, pharmacie et secteur de garde médecin pouvaient coïncider, ce serait vraiment quelque chose de parfait. C'est vrai que pour compléter, vous savez que ça a été rappelé dans les discours introductifs que l'URPS accompagne bon nombre des CPTS, encore maintenant à la création et dans l'animation des réseaux, et on reste à votre disposition. Mais c'est vrai que pour la création des CPTS, pour revoir un petit peu le maillage, l'organisation des acteurs, souvent quand on se calque au niveau des gardes, au niveau des territoires, ça donne plus de sens, ça facilite énormément la mise en place des CPTS. Ensuite, la question c'était aussi comment on fait un peu pour mobiliser ce collectif. Donc j'avais dit que j'étais un peu médecin au début et maintenant un peu plus pluripro. On avait été élu, notre bureau, on avait été élu pour 3 ans et pour la réélection et le renouvellement de cette gouvernance, on a décidé de faire quelque chose de complètement différent. On sentait qu'on avait besoin des remontées de l'ensemble des professionnels de santé du territoire, de l'ensemble des professions représentées au sein de la CPTS. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié toutes les professions de la CPTS et on a fait en sorte que chaque profession élise ce qu'on appelle un membre délégué. Le membre délégué n'est ni membre du bureau ni membre du conseil d'administration, il est membre délégué et son premier objectif, on leur a donné une première mission dans la première année de leur élection, c'est le aller vers. Le aller vers, parce que rien de tel qu'une sage-femme qui va parler aux sages-femmes, rien de tel qu'un kiné qui va parler aux kinés, mais faire remonter ça au sein de la gouvernance, c'est ça qui donne pour moi la force du collectif. Voilà.
Finalement, on a réussi à obtenir quand même quelques nouvelles adhésions, quelques nouvelles idées. Suite à ça, notamment des projets de prévention sont passés en parcours. Des nouveaux projets sont arrivés. Le projet Dermato est typiquement né un petit peu de ça aussi, sur l'utilisation des dermoscopes. Donc voilà, parce que c'est pas facile, on le sait tous, de faire la promotion des CPTS. On est perçu comme des organisations un peu nébuleuses, pleines de fric. De toute façon, vous inquiétez pas, vous allez vous faire auditer un jour. Hein. Voilà. Donc c'est un peu compliqué de faire passer le message aux derniers réticents qui ont un petit peu de mal à comprendre ça. Mais quand on essaye de donner à chacun la parole et quand on essaye de donner à chacun sa place, on se rend compte qu'on arrive à faire des choses un peu plus pluripro, toujours avec un seul objectif pour moi, c'est voilà, l'accès aux soins et le service rendu à toutes nos patientèles. Et puis, j'avais encore évoqué tout à l'heure, voilà, toutes ces formations qui peuvent être pluripro. Ce soir, à l'issue de la remise des dermoscopes, on a une formation pluripro sur quelle plaie, quel pansement pour quelle plaie. Voilà, c'est ouvert aux pédicures podologues, aux infirmiers, aux pharmaciens, aux médecins. Typiquement, ça a été une demande des infirmiers lorsque l'infirmière référente délégué est allé vers les infirmiers. Ils ont dit bah oui, mais nous en fait de temps en temps on galère, on ne sait pas ce que les médecins prescrivent, on comprend rien. Ok, très bien, on va faire venir un angiologue et puis on va essayer de répondre un petit peu à cette problématique. Donc là, on a un discours commun, un discours par les pairs, une mobilisation, une mutualisation parfois d'outils, de moyens. Mais parfois, il y a des CPTS où on n'a pas toujours la chance, notamment dès la création ou peut-être après quelques années, d'avoir beaucoup de professionnels de santé mobilisés. Pour toi, il y a un bon nombre un peu pour démarrer des actions ou une action, ça se fait à 2, à 10, à 15, à 30, à 100 T'en penses quoi ? Alors je dirais minimum 2 pour pas faire des choses tout seul. Faut pas avoir peur de temps en temps de démarrer des petites choses à pas beaucoup de personnes. Mais il faut savoir prendre le temps, je crois, d'avoir le recul nécessaire, de se dire, voilà, est-ce que là je suis dans le bon timing, est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi, parce que là, moins on est nombreux, plus on va vite, ça c'est clair, mais plus on va vite, plus on risque d'avoir un regard biaisé, je crois. Voilà. Et donc ne pas hésiter non plus à systématiquement ouvrir, nous sur notre outil de coordination, on ouvre systématiquement l'accès au projet. Donc un nouveau professionnel de santé qui n'était pas dans l'axe de prévention dermato pour le citer et qui a envie d'y rentrer, ben voilà, il vient. Donc minimum 2, mais voilà, faut quand même de plus en plus essayer de fédérer le plus de personnes. Les projets, je trouve, qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui, en CPTS, sont pluripro. Et donc, si voilà, on est vraiment dans la réflexion d'un projet, on avait au début un axe de prévention sur les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. On s'est rendu compte que, typiquement, il était très, très pluripro. Ben voilà, on vient de le passer en parcours, en réécrivant notre projet de santé. Et voilà, on se rend compte que voilà, on est très, très nombreux sur ce nouveau parcours maintenant. D'accord, donc au minimum 2 et vraiment de pouvoir partager et d'encourager chaque nouveau professionnel porter à sa connaissance l'ensemble des projets sans forcément lui faire peur, mais permettre à chacun de prendre sa place au sein du projet de sa CPTS. On a des jeunes CPTS, on a des CPTS qui ont un peu plus de bouteilles, mais comment on entretient la flamme aussi ? Parce qu'il y a quand même un enjeu où parfois on a des porteurs qui sont là depuis des années, qui ont fait beaucoup de choses, mais il faut pouvoir un peu organiser la suite d'une CPTS, organiser l'avenir. Comment tu vois ça ? Alors deux choses pour entretenir la dynamique. La première des choses, c'est la communication sur les réseaux. Ça c'est clair, les réseaux sociaux c'est indispensable. Ne serait-ce que parce que les patients regardent, quand on voit le nombre d'abonnés sur les pages des CPTS, finalement c'est quand même assez conséquent. En tout cas nous à la campagne, Facebook ils connaissent tous et voilà, ils y vont véritablement et c'est très très fréquemment qu'on a vraiment des commentaires. Il y a eu un after work mardi soir qui a été organisé sur des soins gynécologiques à destination de femmes. Il y a peut-être que 20 femmes qui sont allées. N'empêche que le premier commentaire dès le soir même, 1 heure après, c'était que c'était voilà, quelque chose qui avait été super, que cette personne avait vraiment vécu des choses pour elle et que ça lui avait fait beaucoup de bien. Donc première des choses, la communication. Nous on sait qu'on n'est pas très fort sur notre com, donc on va foutre le paquet là-dessus, ça je pense. Et après, sur la mobilisation des professionnels de santé dans la durée, alors la première des choses, c'est de systématiquement remercier. Je pense qu'on ne le faisait pas assez au début, mais voilà, dire à un professionnel de santé
qui s'engage, qui n'est pas forcément dans la gouvernance, mais qui vraiment a envie de s'investir et qui s'investit, mais tout simplement lors d'une assemblée générale, lui dire merci. En fait, c'est une chose toute bête, mais c'est très très souvent oublié. Et on l'a oublié au début, on essaye de corriger petit à petit. Voilà, ça c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est aussi une valorisation financière. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà, le temps passé à organiser des choses, à organiser des actions, à mettre en place des parcours, des axes de prévention, voilà, ça se rémunère. Et donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Et c'est pas un gros mot que de pouvoir rémunérer. On a fait ce choix, nous dans notre CPTS, d'avoir des ICPA importantes. On a fait ce choix, voilà, justement de rémunérer les professionnels de santé. Et en retour, on pense qu'il y a quand même des actions concrètes qui sont sorties, qui sont déployées. Voilà. Et puis après, garder une dynamique de bureau. Moi, en tant que président, voilà, je crois vraiment en ça, mais parfois, même dans un bureau, ça peut un petit peu s'essouffler. Voilà, ne pas hésiter à parler entre nous, à se dire, tiens, lui, il va pas bien. Là, je sens que lui, tel membre de la gouvernance, il vient plus aux réunions, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors ne pas hésiter à décrocher son téléphone et vraiment à faire du lien, à créer du lien et à dire voilà, pourquoi tu viens plus, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la dynamique collective te plaît plus, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on arrive à identifier quelques freins et puis voilà, on essaie de répondre à la question. C'est compliqué parce que c'est de la gestion humaine, on est quand même tous en majorité libéraux, donc complètement indépendants dans notre façon de faire et il n'y a pas plus libéral qu'un libéral. Mais voilà, c'est quand même, on travaille quand même dans la CPTS collectivement. Et donc, on parle d'action collective. Donc, effectivement, on a les MSP, on a les CPTS. Et parfois, on dit, bon, bah, on ne sait pas très bien ce que c'est, vous faites quoi exactement ? Et pour toi, c'est quoi les actions un peu clés qui peuvent parler à tout le monde, ou des fois des choses peut-être plus spécifiques, mais pour pouvoir embarquer davantage de professionnels dans les CPTS? C'est déjà des éléments que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. La première des choses, c'est le développement des structures d'exercice coordonné. Ça, pour moi, c'est prioritaire. La deuxième chose, c'est la maîtrise de stage. Ça, pour moi, c'est prioritaire. L'accueil de stagiaires aussi, de toutes professions confondues dans nos cabinets. Voilà, en maison de santé notamment, moi je ne devrais pas le dire, mais j'accueille les étudiants en pharmacie qui veulent venir voir 2-3 heures ce que c'est que le vie-ma-vie du médecin généraliste dans son cabinet. En fait, c'est hyper riche et ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose à développer. Vraiment, le développement des terrains de stage au sein des structures d'exoco que sont les maisons de santé ou les CPTS. Les formations, voilà, permettre, si un professionnel de santé est très motivé pour faire un DU, c'est compliqué, c'est long, c'est chronophage, ça coûte de l'argent. Voilà, la CPTS doit être là à partir du moment où la formation peut être mise à la faveur du collectif et de l'accès aux soins et de la santé de la population. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller sur ces formations. La CPTS, par rapport à un exercice isolé, peut, voilà, a cette possibilité de créer des conventions. On a créé une convention avec le service de nutrition de l'hôpital d'Arras dans un parcours obésité infantile. Voilà, ça c'est quand même la force d'une CPTS et directement mis à disposition des professionnels de santé. Voilà. Ensuite, le relais de formation comme l'ETP, on a en lien avec les URPS aussi formé 12 ou 15 professionnels de santé sur l'ETP. Voilà, c'est pareil, c'est des formations longues, c'est des formations coûteuses, donc ça c'est des choses que seule finalement une organisation type CPTS peut proposer. Et puis après, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'achat de choses, les dermoscopes comme on a acheté, voilà, ce genre de choses très très concrètes permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas forcément faire tout seul dans son cabinet. Et parfois, malheureusement, on manque de professionnels, toutes professions confondues. Également, on doit pouvoir remobiliser les médecins qui parfois sont dépassés. Pour toi, justement, tu parlais du SAS. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent faciliter la mobilisation des médecins généralistes sur un territoire ? Alors, puisqu'on est sur le domaine de l'accès aux soins, oui, il y a quand même la recherche de médecins traitants. C'est quand même un des éléments essentiels des missions obligatoires de la CPTS. Et donc, c'est quand même très, très important d'avoir ce formulaire de recherche de médecins traitants. Les demandes de médecins traitants, elles passent finalement peu par les CPTS. On a quelques retours des formulaires, mais elles passent, comme le disait M. Temprement tout à l'heure, un peu par les élus aussi. Je participe, mon territoire est sur 3 com de com, je participe au comité de pilotage des 3 CLS.
on a les retours des politiques qui sont systématiquement les mêmes. Oui, mais en fait, nos citoyens viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant, parce qu'ils n'ont pas d'équipe de soins. Et moi, je leur réponds la même chose. En fait, ok, mais vos citoyens, c'est nos patients. Ce sont les mêmes personnes. Et donc, on ne peut que travailler main dans la main. On ne peut que travailler main dans la main. Et quand on a une demande de médecin traitant de la part d'un politique, c'est pas aux politiques de le régler, c'est aux professionnels de santé de le régler. Et pour ça, comme c'est eux qui ont la demande et comme nous, on peut avoir une réponse, on peut tenter d'apporter une réponse, on se doit de travailler main dans la main. Je déplore véritablement que dans certaines communautés d'agglomération, il y ait un exercice qui soit isolé en disant on va régler le problème. Non, les politiques ne régleront pas le problème sans les professionnels de santé. On doit travailler main dans la main, ça c'est quelque chose qui est véritablement obligatoire. Sinon, clairement, on va se casser la figure. Il y a encore en France cette liberté d'installation à laquelle je crois, donc c'est quand même nous qui pouvons répondre aux questions. Donc ça, vraiment, moi j'invite toutes les CPTS à vraiment aller rencontrer, comme ça a été dit tout à l'heure, rencontrer les élus. Ma CPTS s'appelle les campagnes de l'Artois. On a une des campagnes de l'Artois. On prend quasiment tout ce territoire-là. Il y a eu à peu près 50% de renouvellement d'élus. Je suis invité au prochain conseil communautaire. J'ai demandé la parole, 5-10 minutes, juste pour dire, voilà, la CPTS c'est quoi? Et vous, élus de vos petits territoires ruraux, de vos petites communes rurales, vers où vous pouvez vous tourner quand vous avez une problématique d'accès aux soins. Et ça, je pense que c'est véritablement c'est un enjeu prioritaire des gouvernances et des bureaux des CPTS pour moi. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir cette acculturation, notamment au vu le renouvellement des mandats et l'arrivée de nouveaux élus. Et effectivement, sans travail collectif, sans travail d'équipe, c'est très compliqué de pouvoir avancer et d'avoir une vision pérenne malgré les incertitudes qu'on constate tous aujourd'hui. Une CPTS, c'est pas parfait, c'est sûr. Il y a des obstacles parfois, il y a des difficultés. Est-ce que tu veux en parler un peu ? Oui, alors je citerai l'exemple du lien ville-hôpital. Le lien ville-hôpital, on est biberonné avec ce terme-là. Voilà, on ne sait parfois pas quoi en faire. Parfois, il y a des attentes d'un côté comme de l'autre, du côté de la ville, du côté de l'hôpital. Voilà, nous, on avait, au tout début de la CPTS, créé un parcours ville-hôpital carrément. Et ce parcours ville-hôpital, au fil des dialogues de gestion, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'existait pas. On a tenté d'y aller, on a tenté de rencontrer la direction de l'hôpital, le président de CME. Voilà, on a essayé de faire beaucoup de choses. Eux, probablement aussi, ont essayé de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a arrêté ce parcours ville-hôpital. Clairement, il n'a pas fonctionné sur l'Arageois. Et pourtant, on y est allé en inter-CPTS. On a créé une petite inter-CPTS de l'Artois-Ternois, de 4, maintenant 5 CPTS, 250 000 habitants quand même. Donc c'est quand même pas rien sur le Pas-de-Calais. Elle est en train un petit peu de renaître parce que l'hôpital d'Arras s'est rendu compte qu'ils avaient peut-être besoin de nous pour leur projet de maison médicale de garde, qui n'est pas forcément notre projet, d'autant plus qu'on a quand même pas mal de créneaux d'accès aux soins qui sont disponibles. Voilà. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà, soit il y a une mauvaise connaissance des soins de ville par les hospitaliers, ce qui est tout à fait possible, parce qu'en fait, on ne communique pas, on n'arrive pas vraiment à se parler entre nous. Soit il y a une impossibilité, voire une absence de dialogue, ça c'est parfois possible. Soit les hospitaliers n'arrivent pas à nous joindre, mais nous on n'arrive pas à joindre non plus les hospitaliers. C'est pas normal qu'un pharmacien, le vendredi soir à 18h, galère à récupérer une ordonnance sécurisée pour un patient qui est sorti avec de la morphine parce qu'elle était mal écrite. C'est pas normal, ce genre de choses. Et c'est pas normal que le service des urgences doive appeler un médecin généraliste qui, sur son courrier d'adressage, n'a pas écrit ses antécédents et son traitement. C'est pas normal. Ce genre de choses, on doit mettre en place, pour moi, des process qui soient clairs, qui soient évidents, avec des choses qui ne peuvent pas être oubliées. Voilà, donc ça va vraiment, pour moi, d'un sens comme d'un autre. Après, voilà, c'est le petit lien avec les CLS, dans les conseils de surveillance des hôpitaux, il y a quand même des hommes politiques qui sont là. De temps en temps, il y a un peu de la défiance et un peu de la méfiance vis-à-vis des CPTS. Donc pour moi, c'est important d'aller identifier un petit peu les freins et d'aller essayer de corriger un petit peu tout ça. Voilà, donc tout ce lien ville-hôpital, je pourrais en parler des heures et des heures, parce que c'est un projet qu'on a abandonné à mon grand désespoir, mais je doute pas qu'on y arrive un jour. Voilà, les hospitalisations directes, je pense qu'une hospitalisation directe, ça doit être quelque chose qui doit être rendu possible. C'est pas normal qu'un patient, et moi j'ai vécu ça personnellement, un patient reste 24-36 heures aux urgences.
parce que le gériatre n'a pas pris la peine de le prendre directement à 80 ans dans son service, parce qu'il doit avoir des soins avant urgence. Non, en fait, c'est pas normal. Il y a des patients qui décèdent de ça. Et ça, en 2026, pour moi, c'est plus possible. C'est plus possible de se faire renvoyer par une secrétaire dans un service. C'est pas de sa faute, elle, la secrétaire, mais parce qu'elle a eu soit la consigne, non, vous me passez pas les médecins traitants, soit ça lui casse les pieds. C'est plus possible d'entendre ça. Moi, quand j'ai une secrétaire qui me dit non, le médecin n'est pas disponible, je suis en fait, je m'en fiche, vous me le passez. C'est pas possible. On doit savoir communiquer entre professionnels de santé. Tout ça, c'est systématiquement au service de la santé de nos patients. Donc c'est important effectivement que chaque acteur ait sa place, se connaisse mieux, pouvoir mieux échanger, ne serait-ce que par des outils et pouvoir développer un peu une confiance, parce que si on a forcément une méfiance, voire une défiance parfois, ça reste quand même un levier absent qui est ô combien nécessaire. Et donc là-dessus, il y a quand même beaucoup de travaux à faire en lien entre justement la ville, l'hôpital, et à travers les CPTS, ça peut être effectivement un chantier assez important et nécessaire, tant pour les professionnels que pour l'hôpital et évidemment pour l'ensemble des patients. Voilà, et puis la CPTS, c'est vraiment la structure qui peut aller dialoguer avec les autres. Un professionnel de santé isolé aura peut-être un peu plus de mal, il peut très bien y arriver, hein, mais il aura peut-être un petit peu plus de mal, alors que la CPTS, c'est vraiment la structure représentative qui peut aller dialoguer et essayer de faire bouger un petit peu les lignes. C'est vrai que je le rappelle encore, sur les MSP, évidemment, on est sur des structures effectrices de soins. Sur des CPTS, on n'est plus sur une organisation territoriale, on est sur des notions de parcours. Et donc là, évidemment, c'est le bon niveau, le bon prisme pour pouvoir travailler cet axe. Merci beaucoup, Jean-Benoît, pour cette intervention. Charles, je pourrais intervenir 2 secondes sur 2-3 petits points. Donc merci de l'intervention. C'est bien d'avoir l'expérience d'une CPTS et comment donc elle s'arrange. Donc au sein de l'URPS, on fait aussi du monopro. On a vu cette problématique que donc l'ensemble des professionnels avaient aussi besoin de se réunir en monopro pour pouvoir discuter de ça. Et c'est bien que vous le déléguiez également donc, au sein de votre CPTS. Donc c'est une très bonne chose. Donc nous, on essaie aussi d'aider. Et merci à toute l'équipe de l'URPS parce qu'on fait aussi tous les jeudis. Il y a quand même des petits webinaires qui existent. Donc c'est... Une fois par mois. Une fois par mois, donc excusez-moi parce que moi je n'y assiste pas. Après, donc effectivement, la relation ville-hôpital est compliquée. Donc ça, c'est un truc. Donc, alors, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par relation ville-hôpital ? Est-ce que c'est qui et qui ? Et après, donc, comme vous dites, effectivement, l'accès direct. Alors moi, je suis passé dans un secteur hospitalier à la clinique Tessier. Un accès direct dans un service hospitalier, c'est très compliqué à mettre en route, même si on a la volonté des médecins, parce qu'il y a un problème d'accessibilité aux examens urgents. Et quand on est dans un service, l'accessibilité n'est plus urgente. Parce que le patient est déjà dans le service. Donc il faut bien comprendre, dire il est essoufflé, on voudrait avoir un scanner, nous on passe après dans le service. Donc effectivement, il y a un travail à faire avec ça. Moi, c'est plus facile en tant que pneumologue, j'hospitalise directement dans le service. Mais parce que j'ai déjà fait un certain nombre d'examens. Ce qui n'est pas votre cas, vous n'avez pas fait le gaz du sang, vous n'avez pas tout ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais que c'est un vrai problème. Et ça pourrait désengorger très nettement donc, les urgences. Mais aussi de se dire que peut-être passer par un spécialiste en dehors de l'hôpital qui pourrait permettre aussi d'avoir des examens, pourrait désengorger. Et lui, il a une relation avec le service hospitalier automatique. Merci, docteur. Est-ce que dans la salle, on avait quelques interventions sur ce premier temps d'échange ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Chacun a son micro et vous pouvez l'activer. Ou est-ce que vous souhaitez attendre la fin de cette première plénière pour nous interpeller ? En tout cas, n'hésitez pas. Bon, allez-y. Pardon. Moi, j'avais une question sur les conventions des étudiants que vous accueillez pour un Vie ma vie. Vous avez dit que vous n'auriez pas dû le dire, c'est parce qu'il n'y a pas de convention ? Exactement. Okay. Okay. Exactement, mais en fait, c'est tellement riche. Enfin, il y a un moment, il faut qu'il y ait ce genre de choses pour faire bouger les lignes. Moi, j'en suis convaincu et je n'ai pas peur de le dire. Voilà, ça ne dure pas longtemps, c'est quelques heures. Mais n'empêche que la semaine dernière, j'avais cette étudiante en pharmacie, en 3e année de pharmacie, qui est venue de 15h à 19h en consultation. Il s'avère que dans ma maison de santé, il y a une pharmacie juste à côté. Donc, en fait, elle n'a qu'à traverser le couloir. C'est hyper riche. Mais c'est vraiment hyper riche. Et pour nous, et pour ces étudiants, vraiment de l'autre côté de la barrière, de découvrir ça. Donc, il y a vraiment un décloisonnement, je crois, qui est à faire et qui est à organiser. Ouais.
là? Non. Ouais, c'est bon, pardon. Et quand la convention, du coup, on vous dit qu'il y a les formations pour les maîtres de stage qui arrivent dans la CPTS, du coup, pour former les maîtres de stage, c'est un intervenant, du coup, de la faculté ou c'est un intervenant Oui, alors on a organisé avec l'Inter-CPTS de l'Artois-Ternois une formation délocalisée à la maîtrise de stage pour faire la première formation pour les stagiaires, 10 stagiaires N1, c'est la formation S1, S3. Donc c'est la fac de médecine, le département de médecine générale de Lille via le collège des enseignants en médecine générale qui est arrivé à Arras, qui a organisé toute cette formation sur 2-3 jours et 10-15 mois plus tard on a fait la formation niveau 2 pour l'accueil de SaSpace, d'interne SaSpace et qui a réuni, on a formé sur le territoire 30 professionnels de santé. Ok, super. Voilà. Donc c'est vraiment destiné aux étudiants de médecine. Alors là voilà, là c'est purement médecin centré. Ouais. Ok, ça marche, merci. C'est vrai que c'est toujours très intéressant, que ce soit au niveau de l'accompagnement des MSP qu'on réalise également et des CPTS. L'interconnaissance reste primordiale et c'est toujours très, très, très riche pour l'ensemble des professionnels pour mieux se connaître, mieux appréhender la prise en charge, la prise en soin des différents patients. La transition est presque parfaite parce qu'on me parle d'universitaire, on me parle de fac de médecine. Anthony, docteur Haro, c'est à toi d'échanger un petit peu sur le sujet du jour, donc l'accès aux soins, la mobilisation. On a pris le temps ensemble d'échanger, d'essayer de se dire comment on peut aborder les choses. Il y avait un enjeu d'argumentaire aussi, parce que parfois on n'est pas forcément entendu, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des politiques, que ce soit même des patients, de la population. Et donc il y avait toute une réflexion sur les projets d'une CPTS, comment on peut construire, comment on peut penser peut-être un peu différemment, également innover, parce que je sais que c'est cher pour toi, et comment penser un système de santé d'avenir sans innover. Donc on va pouvoir aborder ça ensemble sur ce deuxième temps avec toi. Ok, merci Charles, merci, bonjour à tous, merci Jean-Benoît pour les propos. Je suis aligné sur pas mal de sujets, mais aussi avec Bruno Stack. On a commencé, nous, sur le territoire en 2017, à se dire que les têtes devenaient un peu grisonnantes sur nos soirées médicales et qu'il était peut-être temps de faire quelque chose. Donc on avait réfléchi à créer finalement, sans prétention, ce qui est un peu en train de se passer aujourd'hui avec les docteurs juniors, un incubateur jeunes médecins. 2017, fin 2017, 2018 on crée, on va voir l'ARS, c'était pas encore assez mature. On décide quand même de le développer nous-mêmes. Et puis on crée en partenariat Lien Ville-Hôpital, on n'était pas encore CPTS, des cabinets low cost sur une partie de l'hôpital qui n'était pas utilisée, des espèces de grands halls un peu abandonnés. Et puis ça a matché tout de suite. On a eu une installée, puis deux, puis trois, des jeunes médecins qui sortaient directement de leur fin de cursus, juste après leur thèse. On a appelé ce projet le projet social d'intégration médicale. Et puis donc dans l'accompagnement, on a très vite compris et ciblé qu'ils ne voulaient pas juste travailler. Ils avaient besoin de sécurité, donc de proximité des pairs et d'un compagnonnage franc et organisé. Ils avaient besoin aussi de s'épaissir dans leur entreprise, dans leur entrepreneuriat médical, l'entreprise qu'ils allaient créer en tant que médecin. Ça rejoint un peu les propos qu'on avait partagés avec Bruno tout à l'heure. Un médecin libéral, c'est pas que voir du patient. Il y a toute cette organisation avec une couche maintenant supplémentaire qui sont les MSP, les CPTS, comprendre les URPS, comprendre la région, comprendre la communauté de communes. Voilà, quand on sort de la fac, on n'est pas vraiment formé à ça, on est un peu initié. Mais en tout cas, ça a matché. Et puis, à notre grande surprise, donc on était 2018, on obtient des super résultats. L'ARS décide de nous accompagner financièrement et on a pu commencer à payer les intervenants, les accompagnants, tous ces gens qui donnaient du temps d'accompagnement. On déjeunait tous les mardis avec les jeunes médecins. On leur proposait des soirées de formation entre nous. Et on a commencé à développer ce genre de choses. Et puis en 2019, on a connaissance des CPTS. On a commencé à embrayer. Ça s'est un peu professionnalisé. Et malgré tout, ce lancement d'incubateur jeunes médecins, qui leur coûtait pas grand-chose finalement, parce qu'avec l'argent qu'on récupérait, ils ne travaillaient pas à cause de l'argent, ils travaillaient juste pour découvrir le métier et pouvoir s'épaissir dans le domaine. On a fini avec 12 installés sur Saint-Amand, alors qu'il y avait 12 départs à la retraite. Et on s'est dit grande victoire, nous étions joyeux, et puis on s'est rendu compte que finalement, ce n'est pas l'inscription administrative d'un médecin sur un territoire
qui augmente artificiellement la démographie médicale, qu'on avait un autre argument, un autre indicateur qui était l'APL, l'accès potentiel localisé, que nos chers dirigeants des ARS et des CEPAM connaissent bien mieux que nous les soignants. En gros, c'est comment le patient a-t-il vraiment accès au médecin qui est installé et le médecin est-il disponible à 100%. Et là, on se rend compte que les jeunes générations ne sont pas les anciennes, que la qualité pro-perso est essentielle, et c'est bien, ça évitera probablement les burn-out et tous les risques psychosociaux auxquels on est confronté chaque jour. Et on se rend compte qu'il faut aller un petit peu plus loin encore. Et donc on étudie le positionnement de chacun, l'offre de soins, et on se dit que finalement, est-ce qu'on peut augmenter la pertinence d'adressage chez le médecin ? Parce qu'on se retrouve dans les situations, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est bien qu'une infirmière fasse la visite à domicile, mais c'est de la pertinence d'adressage. Le médecin est utilisé pour son expertise et pas pour faire 30 minutes de route en voiture où on perd notre temps clairement et on pourrait le donner à d'autres personnes. Et donc ça, on a touché la pertinence d'organisation. Et donc on réfléchit maintenant avec un nouveau modèle qui serait de pouvoir optimiser l'arrivée, un peu comme ça se fait dans les urgences avec les infirmières d'accueil et d'orientation, de filtrer finalement le patient vers le bon soignant au bon moment pour la bonne pathologie. Donc c'est un travail de recherche qu'on mène avec la faculté de Lille, mais aussi avec la faculté de Mans. Il y a un superbe article d'ailleurs, si vous voulez lire un article de Chéron et Thériault, qui a réussi à modéliser quelque chose qu'on avait, nous, pas réussi à modéliser, mais en tout cas qu'on avait identifié. Finalement, l'accès aux soins, ça dépend aujourd'hui, ça dépend vraiment du potentiel à prendre un nouveau patient. C'est-à-dire que vous avez beau augmenter le nombre démographique de médecins sur un secteur, d'avoir une densité qui est au-dessus de la moyenne nationale, si aucun médecin peut prendre de nouveaux patients, votre système est équilibré, stable, mais on ne va pas pouvoir accéder davantage. Donc on a deux leviers. Le premier, c'est augmenter la pertinence. Est-ce que tous les médecins qui arrivent dans mon cabinet de médecin généraliste, c'est à moi de les voir en première ligne, ou est-ce qu'on ne peut pas essayer de filtrer un peu à la canadienne? Donc on a fait une grosse revue de bibliographie, on a fait aussi ce qu'on appelle en technique commerciale du benchmarking, comment ça marchait ailleurs et qu'est-ce qui marchait ailleurs. Les Canadiens et les Anglais sont assez forts. Et on se rend compte que les Canadiens, finalement, les médecins voient la moitié des patients qui se présentent au cabinet. Et donc en refaisant les calculs sur notre territoire, on s'est dit, mais mince, en fait le problème il n'est pas de démographie médicale, le problème il est organisationnel. Et donc, pas moins qu'hier, à 11h, j'avais rendez-vous avec ce professeur d'économie et professeur de santé publique du Mans, où on a décidé de mettre en place un protocole de recherche pour créer un indicateur franc d'impact organisationnel et de choc organisationnel autour de l'accueil des patients. Parce qu'in fine, le vrai indicateur, en fait, il y en a deux. C'est que le patient soit satisfait, qu'il ait accès aux soins et que le soin soit professionnalisé en accord avec tout ce que a dit Jean-Benoît, je ne me trompe pas. Voilà, on est totalement aligné là-dessus sur la qualité des soins. Et puis derrière ça, on s'est interrogé, mais on s'est dit, mais coordonner, c'est bien, mais ça veut dire quoi? Et finalement, pourquoi il y a des CPTS? On ne nous a jamais dit pourquoi elles étaient présentes. Par contre, on sait qu'on doit les créer. Et on raisonne souvent, encore une fois, en administratif, en nombre. On sait qu'il faut beaucoup de CPTS. Il en faut 72 et un peu plus. 1000 en France, on est à 700, je pense, ou peut-être 900 maintenant. Mais finalement, on le fait pourquoi? Et en lisant, en creusant la bibliographie, on tombe sur un indicateur que je ne connaissais pas, qui est le QALY. Q-A-L-Y. Certains connaissent, d'autres non. Le QALY, c'est un acronyme anglais qui veut dire qualité de vie gagnée par patient et par an. Un peu surpris de cette notion-là, qui est validée par l'OMS et l'HAS quand même. Et on se rend compte à essayer de calculer le QALY. Donc initialement, tout comme médecin et professionnel de santé, parce qu'on a bossé avec tout le monde en transversal, on se rend compte que prendre en charge une douleur thoracique très vite quand c'est un infarctus, on augmente le QALY du patient. Top. Mais en fait, il existe un QALY organisationnel. Plus on est organisé, plus on est pertinent, plus on augmente le QALY général. C'est-à-dire que le patient qui doit voir son endocrinologue, si on a réussi à optimiser l'organisation, à créer des parcours, et bien finalement, il verra le bon professionnel au bon moment pour la bonne pathologie. Ce qui fait que tous les gens qui n'ont pas besoin d'y aller feront gagner des chances à ceux qui ont besoin d'y aller. Et puis on a continué à chercher des indicateurs. Et il y a un indicateur majeur qui pour nous est aujourd'hui essentiel, c'est la maturité de la CPTS. On a beaucoup de maturité, tu disais Charles tout à l'heure, il y a des plus jeunes, des plus anciennes, mais c'est la maturité organisationnelle. On a réussi à modéliser ça sur un algorithme qui reprend différents items qu'on retrouve naturellement dans le commerce, comme les maturations de technologies digitales par exemple. Et on se retrouve avec une hétérogénéité, par exemple sur la communauté de communes de la Porte du Hainaut, qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on travaille tous à moins de 15 km
et on a une maturité de CPTS qui n'est absolument pas du tout la même. Il y en a que certaines, on peut déjà avancer sur certains sujets, la tienne me paraît très mature. Peut-être qu'une autre qui est en début ou dans des difficultés ou sur un territoire plus difficile va avoir besoin beaucoup d'aide pour commencer à construire les premiers parcours pour ensuite commencer à réfléchir à autre chose. Et donc cet impact quali pour nous est devenu la raison pour laquelle on se lève le matin, parce que finalement c'est ce qu'on veut tous, que ce soit dans les responsables politiques ou les partenaires de santé. Voilà, on en est. Donc on a un vrai gros projet qui va se développer. J'ai vu Christelle Casse là-bas dans l'angle que je n'avais pas vu tout à l'heure. Je vous en parlerai bientôt. On est en train d'affiner le projet de recherche qu'on a écrit en partie hier après-midi, donc c'est tout frais. Voilà un peu l'historique. Aujourd'hui, on essaie toujours de dynamiser l'accueil. Je rejoins Jean-Benoît pour être maître de conférence, maître de stage universitaire. Au début, on était les premiers à devenir MSU. On a travaillé, on est allé à la fac, on est allé au Collège national des enseignants de médecine générale, on a dynamisé les formations. Moi, j'étais assez fier de voir qu'on avait réussi à faire devenir la CPTS de l'Amandinois une des CPTS les plus jeunes et les plus universitaires. Et donc là, on peut partir sur nouveaux cieux de digitalisation, de pratiques de téléexpertise, de choses comme ça, en gardant toujours l'héritage, évidemment, du territoire et des plus anciens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça a l'air. A priori, non, je pense. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir innover, parce qu'on a des dispositifs en place, mais ça a été dit tout à l'heure, mais un projet de santé, on ne le laisse pas dans un coin, on le fait évoluer. Les actions, on les fait évoluer. Les élus changent, les professionnels de santé changent sur le territoire. Mais c'est vrai que si on peut dédier par passion, comme tu peux l'avoir, un petit peu de temps pour aussi innover, reproposer des modèles et faire évoluer tout ça, je pense que ça peut permettre aussi de montrer la voie à d'autres CPTS au niveau de la région et bon, peut-être au niveau national, si ça peut aider, ça peut être des très bonnes choses. On avait échangé aussi sur l'accueil des internes. Je voulais revenir très brièvement. Parfois on se dit oui, on accueille un interne, on a peut-être une formule toute faite, et en fait pas tant que ça, il y a des profils différents. Est-ce que tu peux réapprofondir un peu ce côté Ouais, sur le projet d'accueil des internes sur notre CPTS, on a beaucoup évolué. À leur contact, en fait, on a des hommes et des femmes matures qui ont subi une scolarité, mais un parcours universitaire assez traumatique. Je pense que Maxence, qui est l'interne en stage au cabinet, pourrait en témoigner. Et l'idée, d'ailleurs je l'ai emmené avec moi aujourd'hui pour justement commencer à pouvoir, je reprends juste après les internes, mais à s'intégrer dans... Il y a quelque chose dont on oublie souvent la signification, la littératie en santé organisationnelle. C'est-à-dire, est-ce que nous, professionnels de santé, ou est-ce que les jeunes internes qui sont avec nous ont bien compris comment utiliser le système dans lequel ils sont ? Pareil pour un patient, littératie en santé pour un patient, il a beau savoir, et je suis en train de digérer, c'est peut-être un lapsus révélateur, mais en tout cas diriger une thèse à ce sujet, où en fait on a évalué la connaissance des patients sur le fait qu'un médecin généraliste pouvait faire une spirométrie, un électrocardiogramme, un dépistage d'apnée ambulatoire et bien d'autres choses, une dermatoscopie. Et en fait on se rend compte que les patients ne connaissent pas les capacités du médecin généraliste à pouvoir réaliser tous ces actes-là. Finalement, si on les prend avec nous, si on réorganise nos MSP, si on filtre un peu mieux les choses, on va pouvoir, alors j'ai Bruno en face de moi, mais adresser le meilleur patient à Bruno et peut-être même créer un vrai parcours d'entrée directe au niveau hospitalier. Et pour revenir sur ces internes, ce qu'on a pu remarquer avec les internes, c'est qu'il y avait 3 types de profils pour le moment dans les internes et leur but d'installation. Naturellement, ils veulent voir des patients, ils veulent pratiquer leur métier de manière très appliquée, très cadré, je trouve, par rapport à ce qu'on a pu connaître, nous, dans nos formations. Et derrière ça, il y a cette épaisseur entrepreneuriale qu'ils veulent développer. Et on a décidé de créer 3 parcours pour les internes. Un parcours qui est clinique, ceux qui voudront faire que du soin. Il y en a qui sont dédiés à ça, qui aiment ça et qui ne veulent pas entendre parler du reste. Vous ne les verrez pas dans une réunion, vous ne les verrez pas ici en journée, ils ont autre chose à faire. Il y a ceux qui veulent devenir universitaires. Tiens, j'aime bien chercher, j'aime bien me questionner comment on développe un projet de recherche, comment on publie. Et eux, il faut aussi les accompagner parce que le monde universitaire, pour m'y être frotté, il n'est pas d'une simplicité extrême non plus. Il faut avoir un sacré GPS à l'intérieur de tout ça pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis le dernier, il y a ceux qui veulent entreprendre, les innovants, ceux qui ont des idées. Peut-être certains vont vouloir développer une start-up, peut-être certains, comme on l'a vu, par exemple avec les TROD qu'on a dans nos cabinets depuis quelques années, c'est une thèse d'un interne qui a décidé d'évaluer
et de creuser ce sujet-là pour qu'ils puissent enfin dépister les angines bactériennes au sein des cabinets. Et donc on a créé des parcours avec des partenariats qui sont en dehors de la faculté. Alors pour la partie universitaire naturellement, pour la clinique aussi, et tout le reste, au niveau entrepreneurial, on se rapproche de grandes écoles de management ou de commerce qui leur permettent de faire les choses bien avec les bons indicateurs et la bonne mesure des projets qu'ils vont pouvoir transformer pour la suite. Parce qu'on se rend compte que nos territoires, ils évoluent. Aujourd'hui, un médecin, je ne pense pas que tu sois à 100% dans ton cabinet. Je ne sais pas si tu y es à 100%. Voilà, donc ça prend du temps. Et malgré tout, même si on a été très accompagné par les URPS, par l'ARS, par la CEPAM, beaucoup, pour construire nos CPTS, il nous manque quand même des compétences qu'on n'a pas et qu'on n'ira pas chercher à la faculté de médecine. Et donc, on a trouvé, nous, la nécessité dans notre CPTS de former naturellement les médecins, un peu sur ton modèle, Jean-Benoît, mais aussi de former l'équipe qui anime la CPTS, les membres du bureau. Et donc là, on a un parcours de formation, justement, à la gestion de projets, à la création d'indicateurs, à la création de projets de mesures et de projets de recherche, pour qu'on puisse aussi valider nos intuitions. Parce que nous, ça fait 3 ans aussi, enfin 5 parce qu'on a mis un peu de temps à démarrer, puis il y a eu le Covid aussi entre deux. Finalement, on a beaucoup d'intuitions, mais là, on a envie vraiment de valider nos modèles. Et donc, l'étude qu'on va faire là prochainement sur la création avec les professeurs d'économie sur le PNP, la possibilité de prendre de nouveaux patients et l'impact organisationnel, on va valider l'outil. On a l'impression que ça va marcher, mais on va faire une vraie étude comparative avec un bassin de vie qui ne sera pas équipé et un bassin de vie qui va être équipé rapidement et de manière impactante. Merci pour ces précisions, pour l'accueil des internes. Tu reparlais un petit peu d'indicateurs, se poser pour voir les bonnes questions. Des fois, on se dit, ah chouette, une journée, une idée. Hein, on sait ce que c'est que travailler avec des professionnels de santé. Mais parfois, il faut savoir prendre le temps aussi de construire un petit peu son action, d'avoir des bonnes, vraiment les bons indicateurs, le bon regard. Qu'est-ce qui peut nous dire au sein d'une CPTS, tiens, mon action, en fait, c'est pas juste une bonne idée, elle est vraiment adaptée à mon territoire. L'action adaptée, je pense qu'on y vient tout simplement avec cette histoire de retour sur investissement. La Cour des comptes a bien ciblé nos problématiques, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrivait pas trop à justifier comment on dépensait notre argent par rapport à l'impact produit. Aujourd'hui, en santé, on commence souvent par l'intuition, on crée le modèle, et puis finalement on vient l'évaluer, et puis on se rend compte que ça marche vraiment très bien. Dans d'autres disciplines, on commencerait par mettre les indicateurs de réussite, le retour sur investissement. Si je mets 1 euro, finalement, combien ça va nous faire gagner en quali, tout simplement, parce que ce n'est pas forcément monnayable. Ou alors en retour sur investissement économique, le projet qu'on est en train de viser sur l'impact organisationnel, on a pu réfléchir à l'impact financier. Donc on a invité un directeur des affaires financières qui nous a aidé à calculer l'impact financier du projet qu'on était en train de créer. Et finalement, quand on investissait 1 euro, on gagnait 3,49 € d'impact organisationnel périphérique. On diminuait le taux d'adressage aux urgences sur les CCMU 1, dont 69% retournent quand même à domicile. Donc c'est quand même majeur de pouvoir se projeter sur un projet hyper solide, argumenté. On a fait la bibliographie, on a fait un benchmarking, on a construit pas mal d'indicateurs, on a beaucoup réfléchi et on a aidé avec toutes nos compétences aujourd'hui à rendre une idée médicale et de soignants en général vendable et mesurable. Ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'on va voir les institutions, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir échanger parce que finalement, leur discours, il est médico-économique au service du patient naturellement, mais il est aussi médico-économique. C'est vrai que ça permet de nourrir un petit peu les arguments, parce que même au sein des professionnels de santé, il y en a qui se disent, effectivement, une CPTS, vous avez les moyens, mais qu'est-ce que vous en faites ? De toute façon, on parlait tous ensemble autour de cette journée et des différents ateliers. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir chiffrer, et vous avez pu le faire. Donc du coup, pour certaines actions, de se dire une action, un patient, comment tu arrives à faire ce ratio ? Ouais, on a pu chiffrer beaucoup de choses et d'ailleurs c'est un peu notre dada et je remercie Madame Caz de faire le relais avec la CEPAM parce que l'impact médico-économique il est mesurable à l'intérieur de la CEPAM sur les actes et les prescriptions. On en a fait une tout récemment sur l'aide à la décision de la prescription de bilans hormonaux thyroïdiens. Il y a des règles aujourd'hui et on a pu vraiment prouver que l'utilisation de l'outil permettait de diminuer de 79% les mauvaises associations de prescription thyroïdien, TSH, T3, T4, anticorps, etc.
Donc, impact médico-économique majeur. On a même imaginé que sur les 6 mois de l'épreuve, nous ayons pu, d'ailleurs on l'a fait avec un médecin de la CEPAM aussi, qui est spécialisé en biostatistique, on aurait pu faire économiser sur les 6 mois 9 millions d'euros au gouvernement français sur l'enveloppe, et c'était juste un petit test de faisabilité. Et puis derrière, on se rend compte aussi qu'avoir un outil d'aide à la décision, donc là on part dans la digitalisation des pratiques, et ben on oriente encore mieux le bon patient au bon moment. On ne va pas demander une échographie thyroïdienne si on n'a pas besoin, parce que le référentiel évolue, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et finalement, l'endocrinologue qui voit moins de patients thyroïdiens qu'il n'a pas besoin de voir, ben, il voit plus de patients compliqués diabétiques ou autres. Et on resserre le Cali à nouveau. On l'a fait tout récemment et j'aimerais qu'on n'a pas été assez loin. D'ailleurs, peut-être un message pour la CNAM. Je sais qu'il y a une directrice aussi du nord de la France. On a essayé de faire ça. On a essayé de mettre des professionnels de santé de la CPTS à l'intérieur des écoles pour faire la promotion du vaccin contre l'HPV. Excellente idée. On a eu du mal à rentrer. C'était le premier objectif. Donc l'objectif était simple, rentrer dans les écoles. Au bout d'une année, on est rentré. Deuxième objectif, commencer à parler aux parents et aux enfants. On a réussi. Là, on passe sur le troisième objectif qui avait d'optimiser le discours. Et là, on commence à aller chercher des psychologues, des gens spécialisés en communication pour les enfants, etc., pour qu'on puisse passer le bon message. Mais on n'a pas fait un gros projet tunnelisant énorme qu'on a imposé parce qu'on aurait eu du mal à le mesurer. On a validé chaque étape, c'est ce que tu disais, Jean-Benoît, tout à l'heure, un petit projet qu'on mesure, qu'on évalue, on tire les enseignements et on le remet en place, un peu cette route d'Hemming qui tourne en permanence, qui est super intéressante. Et donc, on valorise très vite nos actions. Et donc, c'est vrai qu'il y a la rémunération, mais le fait que les soignants s'invitent et on leur dit « Attends, les indicateurs de réussite sont parfaits », et ben ça remotive. Et du coup, nous, les médecins et les professionnels de santé viennent nous rejoindre parce qu'on fait des petits trucs qui marchent, mais sur une petite CPTS aussi, taille 2, entre les deux gros mastodontes valenciennois et lillois. Donc c'est Douaisis aussi, et Donésie naturellement. Et donc c'est super intéressant. Et donc on a mis en place cette campagne, mais on n'arrive pas à savoir réellement si elle est efficace. Je sais combien m'a coûté d'envoyer, coûté à la CPTS, d'envoyer des infirmières, des médecins à l'intérieur des écoles, en temps de présence. Je sais ce qu'ils ont fait pédagogiquement, mais on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui le nombre de vaccinés supplémentaires. Et je les embête avec ça depuis 3 ans, ils commencent à bien me connaître. Si tu fais une action, montre-moi le retour sur investissement. Si c'est pour dépenser 5 000 € présentiels, pour faire une campagne, pour qu'on coche la case, avez-vous fait une prévention à l'intérieur de votre projet? Oui. Le but du jeu, c'est que ça marche. Si on s'organise super bien, mais que les patients ne comprennent pas comment accéder aux soins, ça ne sert à rien. Si on fait des super parcours ville-hôpital, mais que les médecins ne savent pas l'utiliser, ça ne sert à rien non plus. Donc il faut repasser sur une évaluation et un vécu aussi qualitatif des usagers, et usagers qu'on est nous médecins, à l'intérieur du système aussi. C'est vrai que là on a vraiment les points clés, on dit on va travailler sur le collectif, sur l'interconnaissance, les structures d'exercice coordonnées aident à tout cela. Évidemment, avoir un regard sur l'avenir, sur les futurs professionnels de santé de notre territoire, à travers les internes, mais je parle également pour l'ensemble des professions de santé, et bien sûr pouvoir mieux objectiver les actions, de se dire certes une bonne idée, certes on mobilise, mais parfois il y a beaucoup de professionnels aussi au sein des CPTS. On se dit, mais on a fait beaucoup de travail pour finalement 10, 15, 20, 30 patients. Et parfois, il y a un peu de frustration. Donc c'est vrai que pour éviter toute cette frustration, il y a quand même tout ce travail en amont qui pourrait être intéressant et renforcer la démarche. Et au moins, ça nous fait autant d'arguments pour aller chercher les professionnels de santé qui, à l'heure actuelle, ne sont pas encore investis dans les CPTS. Donc là, on pose le cadre, on innove. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Dr Haro. Est-ce qu'il y a un retour dans la salle par rapport au sujet qu'on vient juste d'évoquer? Oui, allez-y. Oui, est-ce que vous pouvez développer, comment vous faites pour filtrer, et aussi comment vous pouvez quantifier là, le Cali? Vous pouvez développer un petit peu ce point-là, s'il vous plaît? Bien sûr. Le Cali, il y a un certain nombre de critères à l'intérieur de cet indicateur-là. On le quantifie simplement par des études qualitatives. C'est-à-dire qu'on va interroger les professionnels de santé,
mais aussi les patients, naturellement. Et l'avantage qu'on a lorsqu'on est à la faculté, c'est qu'on a beaucoup d'internes qui font des thèses de doctorat de pratique clinique. Et donc, on monte des projets de recherche et on les envoie sur le territoire pour aller analyser de manière scientifique ce qui se passe. Vous pouvez obtenir l'indicateur de manière beaucoup plus générale au niveau de l'OMS ou l'HAS, mais ce qui m'embête, et c'est là-dessus qu'on travaille avec Chéron, notamment le professeur Chéron, c'est d'avoir des indicateurs micro-territoriaux adaptés à nos pratiques. C'est ça qui est super intéressant parce qu'on a des choses un peu trop globales. Et rien qu'au niveau d'une CPTS, quand on voit l'hétérogénéité de la population, on se dit qu'on n'est pas forcément bien adapté tout le temps parce qu'on peut donner des budgets à la volée sans vraiment spécifier les besoins. Donc la première question, elle est là-dessus. Donc c'est du qualitatif. On peut essayer de le rendre un petit peu plus industriel à condition qu'on ait accès à la data. Ce qui est un petit peu compliqué. On a fait le test avec la thyroïde, c'est déjà très compliqué, mais peut-être un vrai gros travail à faire avec les data et la base de données, mais avec tout ce qui est RGPD et DPO, c'est toujours un peu compliqué. J'ai oublié la première question. C'était sur le filtre. Comment vous faites pour filtrer? Qui filtre? Comment vous financez? Comment ça se passe? Alors là, on est sur un projet expérimental qu'on est en train de monter. L'idée, c'est de s'inspirer sur tous les modèles qu'on a étudiés sur une matrice de pondération pour voir quel était le meilleur en fonction de nos propres critères. C'est le projet canadien. On a pu les rencontrer, la faculté de Lille est jumelée avec la faculté de McGill. D'ailleurs, les médecins canadiens sont tous universitaires et mi-temps au cabinet. Donc ils travaillent beaucoup sur ce type de sujet. Et donc eux, je vais vous dire comment ils fonctionnent, vous le trouverez. Je n'ai pas encore droit de divulguer exactement comment ça va se passer parce qu'il y aura le protocole de recherche qui va sortir, donc il faut qu'on soit quand même prudent. Comment ils fonctionnent? Ils ont des secrétariats augmentés avec des modules d'intelligence artificielle. J'en ai testé un, alors on en a fait, maintenant on arrive à faire ça nous-mêmes. On a créé un chatbot, nous, de notre côté. Il arrive même à détecter la fréquence respiratoire et la difficulté d'élocution du patient. Et donc ça crée pour la secrétaire 3 voyants, le vert, le orange, le rouge. En fonction de la gravité, il y a du 15, il y a adresse au médecin traitant tout de suite ou une programmation possible. Et derrière, il y a tout ce screening de demandes administratives ou de réorientation si c'est nécessaire. Au-delà de ça, on a prévu, enfin en tout cas au Canada, ils ont leurs infirmières cliniciennes qui globalement sont des médecins de tri qui sont capables d'aller très loin, de manière très protocolée, très carrée, pour filtrer les patients qui arrivent ensuite au médecin. Et le médecin, lui, une fois qu'il reçoit les patients, il y a encore un pré-filtre qui sera maladie chronique stable, direction les IPA, pathologie complexe à haute demande d'expertise, ce sera le médecin qui prendra. Donc dedans, vous parliez du financement, il y a une structuration un peu différente, il y a un modèle économique à changer, parce que le médecin ne verra plus 40 patients par jour, naturellement, donc son propre modèle économique personnel peut être un peu comment dire, cassé. Et donc il y a toute cette réflexion-là, mais naturellement c'est expérimental, donc quand on monte une étude avec un projet de recherche, on a des financements, et donc l'idée ce sera de le tester, d'abord de le valider, parce que l'idée elle paraît super bonne, elle est faisable au Canada et un petit peu en Angleterre maintenant. Ça se fait très bien en Corée du Sud, mais est-ce qu'il est applicable chez nous? Et donc on a des indicateurs de mesure par contre et de réussite qui sont très clairs. C'est augmentation du PNP, c'est-à-dire que le patient rentre plus par le médecin, il rentre par l'équipe soignante. Donc on se rend compte que le recrutement, il est peut-être plus médecin, mais peut-être sur une équipe de professionnels de santé équipés, d'IA ou d'outils de tri. Je ne sais plus ce que je disais. Et sur le niveau des financements, c'est quoi là, C'est vraiment comment tu construis, comment tu as des financements effectivement. Donc là, tu as répondu. Ouais, sur le projet de recherche, donc il y aura des financements qui vont arriver sur le test et on va mesurer l'impact. On appelle ça un choc d'impact organisationnel. Et on va voir un peu ce que ça donne avant de vous traduire le projet et de le rendre pilote. Ça demande beaucoup d'énergie, deux professeurs du Mans, 2 professeurs de la fac de Lille. Un maître de conférence, dessus on va y greffer un chargé, un ARC, un attaché de recherche clinique. On va y greffer la maison de la recherche clinique, probablement in situ au niveau du CHRU de Lille. On va y mettre naturellement en pilote l'ARS, les URPS et la CEPAM. Donc c'est quelque chose à monter où il faut du temps universitaire et surtout beaucoup de moyens techniques pour monter ce genre d'études. J'ai bien répondu ? Quand même. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations dans la salle là? N'hésitez pas.
Donc on a parlé du collectif, des enjeux. Là, on a eu tout un travail d'argumentation et de l'innovation. On va parler de choses un peu plus concrètes avec M. Suslovic, avec Laurent. Oui. Alors, moi, je suis donc de la CPTS Lys Armentières. Et je vais revenir donc par rapport à ce que tu disais, Jean-Benoît, c'est la recherche donc de médecins traitants pour les patients sans médecin traitant. Je pense que, comme tu disais, c'est vraiment pluripro, c'est le but des CPTS. On a travaillé à 3 sur ce sujet avec un médecin, une pharmacienne et moi-même kiné. Donc je pense que dans les CPTS, il y a aussi cet aspect de sortir de nos propres métiers, de nos propres corps de métier et de développer d'autres compétences. On a constaté avec la CPM lors des dernières ACI, on a une population de 88 000 habitants, on est de taille 3, et on nous a annoncé qu'il y avait à peu près 5 000 personnes susceptibles d'être sans médecin traitant ou sans médecin traitant référent. Et donc, il nous fallait travailler pour faire baisser ce chiffre. On n'a pas sur notre territoire, et d'ailleurs on n'a pas du tout évoqué ça ce matin, de problème d'accès de médecins. Je pense que le docteur Demoury est là. Il dit fréquemment que les files actives des médecins traitants sur notre secteur sont de combien à peu près? Bon, j'attends le chiffre, je le dirai. Donc ce n'est pas 700 et 800. 700 et 800. Donc ce n'est pas un problème non plus de nombre de médecins, comme tu disais. C'est plus un problème des fois de gens éloignés du soin, pour différentes raisons, sociales, économiques ou de fractures numériques également. Beaucoup maintenant travaillent avec Doctolib et on a quand même beaucoup de patients qui ont beaucoup de mal avec l'outil informatique. Et donc on a réfléchi et on a mis en place, alors moi je suis là pour vous parler de ce qu'on a fait concrètement, on a mis en place 3 choses. On a travaillé avec les pharmacies du territoire, on a édité 50 000 petits pochons de pharmacie. Et on a lancé une campagne mi-mars en simultané dans toutes les pharmacies avec un QR code. Alors vous allez me dire, je viens de parler des gens éloignés du soin et on a mis un QR code. Mais on a également mis un numéro de téléphone. On a pris un service dédié, Secretel, pour ne pas le citer, avec une secrétaire qui répond et qui pose les questions que nous-mêmes avons établies par rapport à est-ce que c'est des gens qui ont déménagé, qui viennent d'arriver dans le territoire, depuis quand ils n'ont pas de médecin traitant, etc., etc. Donc ça a été la première chose qu'on a mis en place. On a mis une deuxième chose en place, et là on a réfléchi avec la CEPAM, parce qu'on a dit, il y a quand même, vous le savez, la loi RGPD qui nous complique l'existence. La CEPAM a la liste des gens sans médecin traitant, mais ne peut pas la communiquer au CPTS. Donc nous avons réfléchi. Nous avons fait, nous, CPTS, le courrier. La CEPAM a fait le publipostage et nous avons financé l'envoi. Donc les 5000 personnes du territoire qui étaient identifiées sans médecin traitant ou sans médecin traitant référent ont toutes reçu le courrier fin mars, début avril en même temps. Le bilan de ça, les SAC, on se rend compte que régulièrement, notre directeur est là, on a des inscriptions. On a eu un gros afflux d'inscriptions juste après la campagne courrier. Là, on a régulièrement, toutes les semaines, on a quelques inscrits. Donc, on pense que le gros afflux, ça a été les courriers. Les inscriptions qui se font maintenant dans le temps, ce sont les pochons qui continuent d'être distribués. On s'est rendu compte aussi de plusieurs choses. C'est que le fichier qu'on nous a fourni, enfin, qu'on ne nous a pas fourni, mais l'envoi des courriers, on a quand même, sur ces 5000, on a à peu près 300 courriers qui nous sont revenus à la CPTS, bon, pour des questions de déménagement, etc. On a eu quelques soucis aussi, et là, je pense qu'on le soulèvera quand on aura notre prochaine réunion, puisqu'il faut aussi parler des choses, des petits dysfonctionnements. Plusieurs médecins nous ont dit je ne comprends pas, j'ai une patiente qui est venue me voir au courrier, avec son courrier, comme quoi je n'étais pas son médecin référent. Or, moi, dans mon logiciel, je suis bien le médecin référent. Et, dernier point, mais ça on n'y peut rien, ça tient à l'informatique, des personnes également décédées. On a eu des personnes décédées, pas récemment, hein, on a un cas quand même de personnes décédées il y a 4 ans. Donc voilà, mais bon, globalement, on en est un peu plus maintenant, je pense autour de 130 demandes.
Le bilan, c'est qu'on a constaté que dans ces 130 demandes, il y a une proportion énorme de jeunes. On a été très surpris, mais on a énormément de jeunes sans médecin traitant. Et je pense que cela, ce sera plus facile de trouver des médecins qui veulent bien les prendre en soin. On a une mobilisation des pharmacies du territoire qui a été importante. Toutes les pharmacies du territoire ont participé à l'action. Et du coup, maintenant, la semaine prochaine, on a une réunion avec une dizaine de médecins de notre territoire, parce que maintenant, ce n'est pas le tout d'avoir des gens sur une liste, mais il faut agir. Et là, on va réfléchir ensemble à un moyen déontologique, équitable, de voir comment on va dispatcher cette liste auprès des médecins, parce qu'on reste dans l'état d'esprit que c'est toujours le patient qui doit choisir son médecin. Ce n'est pas nous, CPTS, qui devons désigner un médecin, on n'est pas là pour ça. Donc on va réfléchir avec les médecins, puisque c'est quand même les premiers concernés, de la façon dont ils souhaitent qu'on établisse un système qui soit équitable, déontologique, et surtout qui ne soit plus chronophage pour nous, la CPTS, parce que sinon on prenait notre téléphone jusque-là, je ne sais pas comment vous faisiez, mais pour la répartition, c'est un peu plus compliqué. Et troisième point, tout à l'heure Jean-Benoît parlait par rapport aux institutions et au monde, on va dire, des élus. On a travaillé avec la mairie d'Armentières et ils ont embauché, Armentières et un peu Houpline ont 2 quartiers QVP, des quartiers de vie prioritaires, et ils viennent d'embaucher une médiatrice en santé qui va aller qui va aller sonner aux portes, qui va faire le tour des quartiers et qui est en lien avec nous, la CPTS, et qui va relayer auprès du secrétariat dédié les gens qui sont loin du soin. Donc voilà les 3 actions qu'on va mener. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. On n'a pas de tension majeure sur notre territoire, mais il faut quand même... On a toujours énormément de satisfaction quand on peut dire à un patient « on vous a trouvé une solution ». Je voulais en profiter pour rappeler, je crois, pour déclarer un médecin traitant, c'est notamment pour les ados à partir de 16 ans. Parfois, oui. On a constaté aussi ça énormément. Et ça, je l'ai vécu avec des propres patients qui m'ont dit « Ah, Laurent, j'ai reçu tes courriers de la CPTS, je ne comprends pas. Mes 2 enfants, ça fait X années que mon médecin les suit. » En fait, à 16 ans, le médecin sort automatiquement... le jeune patient sort de la liste médecin référent. Et si le médecin ne valide pas sur son logiciel comme quoi il est toujours médecin référent du jeune adulte, il n'est pas référencé. Et c'est vrai, quand on avait échangé ensemble justement sur le projet que vous menez dans ta CPTS, ça touche énormément les jeunes au niveau des chiffres, c'est ce qui ressort. Oui, Arnaud pourrait le dire, il est là, mais on a, je pense que 50% des inscrits ont moins de 25 ans. Hein. Et en quelques chiffres aussi, je crois, en 2 mois, vous avez eu combien de... Comme je disais tout à l'heure, on doit être à peu près à 130 inscrits. D'accord, bon, c'est vrai que et ça continue. Donc, et on a aussi fait, je peux préciser aussi, ça on l'a donné aux pharmacies, on va le distribuer, je pense, aux professionnels de santé. Et je pense que ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre aussi pour les gens. Quand on leur dit qu'ils sont moins bien remboursés s'ils n'ont pas de médecin traitant référent, c'est un argument qui est de poids. Parce que là, ah bon, je suis moins bien remboursé, mais énormément de gens ne consultent plus leur remboursement, ne consultent plus leur compte en banque, je pense, donc ne font plus leur compte. Mais donc je pense que l'argument économique reste toujours auprès des patients quand même un argument. Et je voulais revenir sur un peu l'organisation. Vous procédez comment? Donc vous réunissez les médecins du territoire pour organiser cette répartition? Comme je viens de te dire, on fait une réunion mardi midi. D'ailleurs, le docteur de Maurice sera là. Hein, il est obligé. Avec combien de médecins? Alors, on a réussi à rassembler une dizaine de médecins. Après, je pense que si on veut que la discussion soit efficace et productive, 10 médecins qui vont réfléchir et qui vont proposer à leurs confrères une solution sera plus adapté, je pense. La piste actuellement, j'en ai parlé un peu avec le docteur Gianno Rio qui a travaillé sur le sujet avec nous, ce serait de dire que les médecins de la CPTS, en fonction de leur disponibilité, s'inscriraient
sur la liste et on rafraîchirait cette liste tous les 2 ou 3 mois. C'est-à-dire qu'un médecin qui dit OK, en ce moment je prends des nouveaux patients, il serait dans la liste. Si dans le trimestre suivant, il ne nous dit pas stop, j'en veux plus pour le moment, il continue à rester dans la liste, ou vice-versa, s'il n'en veut pas. Et à ce moment-là, nous, on fournirait aux patients la liste des médecins géographiquement dans son secteur, en sachant que nous, on a un secteur qui est quand même plus condensé que mes 2 confrères sur le côté. Nous, on est quand même sur 13 communes, donc c'est plus facile. Mais ce serait l'idée d'avoir cette liste. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage. Et là, je reviens vers la salle. Est-ce que vous aviez des questions en direct par rapport au projet présenté, aux différentes interventions? Allez-y, oui. Oui, bravo, monsieur, pour cette belle action. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez concrètement réalisé le règlement du publipostage de la CPM? Alors, nous avons fait le courrier. La CPM a fait un courrier de présentation comme quoi il y avait un courrier de la CPTS. La CPTS a mis sous pli, la CEPAM a mis sous pli et a déposé les enveloppes à la poste et nous avons réglé la facture. En fait, techniquement, je pense, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas à la CPM, je pense qu'avec Amélie maintenant, etc., la CPM ne peut plus faire de ce type de publipostage, je crois. On va laisser madame. J'ai une question si tu veux. Ah, t'en as une autre là-bas? Allez-y. Je vais répondre, oui, effectivement. L'expérience dont vous parlez, effectivement, ça a été fait pour le compte en fait, de la CPTS et des professionnels de la CPTS par la CEPAM qui pouvait identifier les patients sans médecin traitant. Hein, c'est ça le principe, et donc ça, on a cette capacité à requêter effectivement dans les bases de l'assurance maladie et à adresser des courriers au nom de l'assurance maladie ou là, en l'occurrence pour le compte de la CPTS. Voilà, donc on a cette possibilité-là, mais là, ça s'est fait vraiment pour le compte de la CPTS. C'est ça. Merci pour cette réponse. Du coup, une question de président de CPTS. Tu as contacté qui à la CEPAM et combien de temps ça t'a pris de faire la boucle? Parce que c'est hyper pragmatique, mais je me pose ces questions. Moi, si je veux le faire demain, et naturellement, c'est une super idée. Eh ben, je pense qu'on a vu, en fait, Madame Zelensky, janvier, octobre, novembre. Arnaud, si tu veux préciser. Donc on a rencontré Madame Zelensky en janvier, ça s'est fait extrêmement facilement, on a décidé du projet. En 2 mois. Elle a lancé la fabrication des courriers dans la foulée et elle nous envoyait la facture pour la mise sous pli. Et derrière, nous, on a payé tout ce qui est la poste pour l'envoi des courriers. Mais sinon, il n'y a eu aucun frein et ça s'est fait rapidement avec un seul interlocuteur à la CEPAM. Je pense qu'on a quand même toutes les CPTS de bonnes relations avec notre lien pour le dialogue de gestion. Arnaud rencontre régulièrement la référente tous les 3 mois. Les échanges sont francs, directs et productifs. C'est vrai en quelques mois, ça peut se monter et se réaliser. J'ai Madame Casse là-bas, du coup. D'ici, on va actionner Oui, je me permets. Je suis directrice de caisse primaire, donc je suis ici. Là. Voilà. Je me permets de prendre la parole pour mes collègues qui ne sont pas présents ici aujourd'hui. Je crois que vous l'avez souligné, docteur, tous ces projets-là et ces financements qui sont des financements assurance maladie s'inscrivent dans un certain nombre de cadres. Et je pense que tous les professionnels, y compris de l'assurance maladie, qui sont présents aujourd'hui et qui sont vos interlocuteurs de proximité, ont à cœur, puisqu'on poursuit les mêmes objectifs,
d'y répondre. Après, vous avez souligné effectivement, docteur, les contraintes d'accès, DPO, RGPD. On dispose de bases extrêmement puissantes, mais on ne peut pas les mettre à disposition comme ça. Et puis effectivement, en l'espèce, l'organisation qui a été trouvée permet de respecter aussi les financements, puisque vous êtes financé par ailleurs pour ces actions, et c'est pour ça que vous avez été amené à régler cette prestation. Et je pense que c'est ce qui a été trouvé de plus pertinent et de plus efficient possible. Donc je réagissais juste sur le temps. Je pense que l'image que peuvent avoir peut-être l'assurance maladie, pour vous qui côtoyez les collègues qui sont présents ici au quotidien, vous voyez que c'est différent. Après, chacun a aussi des contraintes qui sont de nature différente et il faut essayer de trouver les voies de passage. Et je pense que l'enjeu des journées aussi comme celle-là, c'est de pouvoir enrichir collectivement les réflexions, faire remonter aussi pour nous dans le cadre des négociations conventionnelles, je dirais, vos besoins et vos attendus, et puis de pouvoir avancer ensemble le plus rapidement possible. Voilà, je voulais juste préciser ça et dire, en rebond sur ce que disait votre confrère précédent, qu'effectivement une action, une évaluation, c'est pas tellement, enfin, c'est l'enjeu financier, 17 millions, le docteur Legrand l'évoquait, hein, c'est un budget qui est quand même conséquent, donc c'est des sommes sur lesquelles il est normal qu'il y ait un regard qui soit posé. Et moi, je suis très contente d'entendre toutes vos interventions sur effectivement ce souhait, pied par pied, point par point, d'avancer, d'évaluer. C'est difficile, hein, il faut pouvoir l'objectiver, on l'entend bien, mais je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut conforter, maintenir, voire développer des financements assurance maladie. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle ? Ou même ici, non, Jean-Benoît ? Merci à tous. Oui, excusez-moi, j'ai une question. J'ai une question ici. Allez-y. Comment vous allez motiver les médecins à prendre en charge les 150, 130 patients s'ils sont déjà full? On va laisser le docteur Demoury répondre, il va être là mardi à la réunion. 130 patients pour 130 médecins, ça fait jamais qu'un patient par médecin. Donc voilà, la proportion, elle est quand même en plus, je pense aussi faible. Avec la proportion le fait que 70% des patients ont annoncé être totalement mobiles et pouvoir se déplacer sur l'ensemble du territoire de la CPTS. C'était une des questions. Quelle est la proximité sur laquelle vous pouvez vous déplacer? Il y en a 70% qui ont annoncé pouvoir se déplacer sur l'ensemble du territoire de la CPTS. Ce qui simplifie aussi le... Je pense que la problématique, elle est surtout... On a 50% de gens inscrits sur la liste qui ont moins de 25 ans. Je pense que ces patients-là, les prendre en soin, ça ne va pas être une difficulté. Pour un médecin, c'est un patient qui va peut-être voir quoi, 1-2 fois par an. C'est plus pour la personne avec des pathologies lourdes à domicile qu'il va falloir rendre visite régulièrement. Voilà. Là, c'est un peu plus complexe. Là, la situation, ça va être un échange individuel avec chaque praticien en les sollicitant. Je ne sais pas si on a répondu, ça vous va? Oui, allez-y. Bonjour à tous. Donc la caisse primaire de l'Artois. Moi, je voulais juste vous évoquer pour la recherche de patients, médecins traitants. Par exemple, on a une CPTS sur l'Artois dont le médecin généraliste s'est engagé à aller parler de pair à pair. Et donc, le médecin généraliste en fait, est allé au cabinet des autres professionnels de santé avec une liste de patients sans médecin traitant émanant de la caisse primaire. Et elle allait demander, voilà, docteur, est-ce que vous pouvez prendre des patients? Combien? Oui, non. Et c'était tout, et ça s'est très bien passé. Et elle faisait une liste de 50 patients par 50 patients n'ayant pas de médecin traitant. Et à chaque fois, on fournissait des listes de 50 et ça se passait bien avec ses confrères. C'était oui, c'était non, je peux en prendre 1, 5, 10, et voilà, ça se passait comme ça, quoi, en fait. Ouais. Par contre, avec des moyennes, c'est ce qu'on disait, de 1200, 1600 patients, quoi, en fait. Souvent, c'est des très grosses listes chez nous, quoi. Merci. Merci à vous. Une autre intervention? Eh bien, écoutez, en espérant avoir répondu aux questions de mobilisation autour de la mission d'accès aux soins, je voulais vraiment remercier les 3 intervenants qui ont bien voulu jouer le jeu ce matin. Merci pour votre confiance.